Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 3e épisode du balado Le long des bandes. Je me nomme Damien Larivière et je suis avec mon co-animateur d'habitude, Léon Anctil. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, une autre émission bien remplie qui nous attend. Au début, on va débuter avec notre segment habituel des Canadiens de Montréal qui ont connu des hauts et des bas depuis le dernier épisode. Par la suite, on va jeter un coup d'œil au record de la Ligue nationale de hockey qui pourrait être battu dans un avenir rapproché ou pas du tout parce qu'ils sont tout simplement imbattables. C'est ce qu'on va observer. Par la suite, on fera nos prédictions des gagnants de la division de la Ligue nationale de football alors que la saison tire à sa fin. Il y a de l'action dans la NFL ce week-end, on va en discuter aussi. Par la suite, on a un segment bien rempli au niveau de la Ligue nationale de hockey avec beaucoup d'actions, notamment des échanges qui se sont déroulés pas plus tard que ce matin. Par la suite, on fait une déviation dans un segment soccer. On parle de nos favoris pour la Ligue des champions et finalement, on termine avec un jeu de classement à l'aveugle. Donc, sans plus tarder, lançons-nous avec notre segment des Canadiens de Montréal. Léo! Ouais, les Canadiens de Montréal, depuis le dernier épisode, ont connu, comme tu l'as dit, Damien, des hauts et des bas. 3 victoires, 4 défaites depuis le dernier épisode, dont une dégelée contre l'Avalanche du Colorado. Oui, monsieur. On s'y attendait un peu, c'est la meilleure équipe de la Ligue. On va peut-être en reparler tantôt dans notre segment record. Oui. Sinon, hier soir, une belle victoire contre les Penguins de Pittsburgh. C'est une belle victoire de 4-2 pour rebondir après une défaite face au Lightning de Tampa Bay de 6-2 qui a été un peu bouleversante pour l'organisation. Puis ça a mené à des changements, comme on l'a vu hier soir. Jacob Fowler. Oui. Jacob Fowler. Moi, j'ai bien aimé sa performance. Comment ne pas l'aimer? Parce que comme tu le disais, mardi, ça avait été une défaite assez humiliante contre le Lightning de Tampa Bay et on sentait que des changements avaient été nécessaires. Parce que sur les 3 premiers tirs du match, le Lightning s'était inscrit à la marque à 3 reprises et on sentait un point de non-retour atteint avec Samuel Montembeault du côté de Martin Saint-Louis et des changements ont été mis en place. Jacob Fowler a été rappelé du Rocket de Laval et hier soir, une victoire de 4-2 contre les Pingouins, 36 arrêts envers les 38 tirs qui ont été dirigés sur lui. Donc, une superbe performance de sa part pour débuter sa jeune carrière. Oui, puis il avait l'air très confiant, comme on l'avait vu en pré-saison. En pré-saison, il avait l'air, encore une fois, très confiant. Hier soir, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de sa part. J'ai trouvé qu'il joue assez haut, comme son corps est assez élevé lorsque la rondelle est à peu près à la ligne bleue, puis il va se baisser, puis plus se concentrer pour mieux observer la rondelle. Donc, j'aime bien son style de jeu. J'ai bien aimé ce qu'il a fait hier. Il avait l'air très en confiance. Non sans rappeler Carey Price, on le sentait beaucoup plus calme que Samuel Montembeault et Jakub Dobeš qui, au fil des dernières semaines, semblaient un peu, comment je pourrais dire, pas nécessairement à l'aise dans leur filet. On les sentait constamment en mouvement, pas toujours en faisant les bons déplacements. Donc, Jacob Fowler qui a répondu aux attentes parce que avec les partisans du Canadien, les attentes sont toujours élevées pour leurs jeunes espoirs. Jusqu'à présent, il répond. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à Samuel Montembeault qui, après la rencontre de mardi, en était maintenant à une efficacité de 857 et une moyenne de buts alloués de 3,65. Des statistiques peu relevées et on verra quel genre d'opportunité il peut obtenir. Parce que soyons francs, je crois que Jakub Dobeš l'a dépassé dans la hiérarchie, lui qui est plusieurs années plus jeune. Et j'ai simplement de la difficulté à comprendre comment Samuel Montembeault a pu traverser une chute aussi rapide. Parce que l'an dernier, il a amené les Canadiens en série. Selon moi, frôlait le top 10 des gardiens de la Ligue nationale de hockey. Et là, le voilà au tréfonds. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Samuel? Ouais, je suis d'accord avec toi. Cette année, on le voyait souvent avec des tirs avec pas beaucoup de circulation devant le filet qui rentraient. Ouais. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faut éviter chez n'importe quel gardien de la meilleure ligue de hockey au monde. Surtout si c'est le gardien partant des Canadiens de Montréal. Ouais. Mais je commence à être d'accord avec toi sur le fait que Dobeš commence à le dépasser. C'est sûr que Fowler, je pense pas qu'il va jouer en étant partant pour le reste de l'année. Non, je crois pas non plus. Mais... À part s'il continue à jouer comme il fait en ce moment. Mais peut-être un autre Jacob Wallstedt, ou Wallstedt, je dis ça comme ça. Mais ouais, c'est sûr qu'on a besoin de confiance au filet. Puis c'est ça que Jacob Fowler nous a démontré hier.
les joueurs avaient l'air en confiance avec qui était entre les poteaux, puis ça a porté ses fruits. C'est ce qu'il faut pour une équipe comme le Canadien, qui a tout de même des attentes pour cette saison. Parce que si on observe d'autres formations, par exemple les Sharks de San Jose, qui donnent beaucoup d'opportunités à Yaroslav Askarov, on s'attend pas nécessairement d'eux à ce qu'ils fassent les séries. Du côté du Canadien, on y est parvenu l'an dernier. Les attentes sont les mêmes, voire supérieures cette saison. Donc, de sentir les joueurs à l'aise et pas nécessairement se sentir... comment je pourrais dire, pas nécessairement coupables de leur gardien, mais tout simplement en manque de confiance. C'est un beau rebondissement de leur part. Ouais, c'est ça quand on compare avec l'Ouest, tu l'as dit, les Sharks, il y a même les Blackhawks qui se fient beaucoup à leur gardien. Oui. Puis pour eux, ça apporte leurs fruits. Ils jouent mieux que ce qu'on en aurait prévu en début de saison. Oui. Les Canadiens, je dirais que c'est le contraire. Ils jouent en ce moment, en tout cas, ils jouent moins bien qu'on l'aurait imaginé ou on l'aurait espéré. Du moins des gardiens, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, exact. Ouais. Mais bref, si on parle autre chose des gardiens, les Canadiens moi, je pense qu'ils ont besoin d'un vétéran. Je pense pas que je suis le seul à penser ça. Les Canadiens, c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. C'est l'équipe qui manque de maturité. On l'a vu dans plusieurs matchs où ils sont pas capables de garder une avance en fin de match. Oui. Donc, c'est sûr que Jacob Fowler, ça aide pas avec le fait de maturité puis de l'âge, mais en termes de joueurs qui pourraient aller chercher, on pensait à peut-être Kiefer Sherwood. Oui, c'est les rumeurs qui... sont sortis au grand jour il y a peut-être une dizaine de jours de ça, que le Canadien éprouvait de l'intérêt justement pour Kiefer Sherwood. Sinon, avec les blessures à Kirby Dach, Caden Goulet, Alex Newhook, on sent une certaine nécessité d'ajouter à notre groupe d'attaquants ou que ce soit un défenseur pour stabiliser les choses. C'est vraiment une présence de vétérans qu'on a besoin, comme tu le disais, chez le Canadien. Et les options sont tout de même assez nombreuses cette année. Pas nécessairement aller chercher les joueurs les plus élevés sur le marché, tels Nazem Kadri, Ryan O'Reilly ou Steven Stamkos. Simplement une présence de vétérans et de maturité, comme tu le disais, pourrait amener cette équipe-là à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas nécessairement, surtout avec un début de saison aussi éclatant. Oui, justement, j'allais en parler de Nazem Kadri, tu fais bien de le mentionner, mais il y a aussi, j'ai vu ça passer à quelques endroits, si c'est pas la rondelle libre de Mathias Brunet ou quelques endroits sur les réseaux sociaux, une rumeur d'échange de Jake Evans contre Philippe Danault. Je sais pas si tu as vu ça. Moi, je trouve ça intéressant. C'est un joueur qui aurait peut-être pas dû pas dû partir des Canadiens. Ça, il faut donner ça à Marc Bergevin qui l'a laissé quitter pour pas grand-chose. Mais Philippe Danault, écoute, c'est encore un excellent joueur. C'est encore un excellent joueur de centre. Pourrait venir combler nos créances aux joueurs de centre. Qu'est-ce que tu en penses? Pour apporter quelques précisions sur Philippe Danault, il connaît une saison très difficile du côté de Los Angeles. En une trentaine de rencontres, ne s'est toujours pas inscrit à la feuille de pointage en termes de buts et seulement quelques mentions d'aide de son côté. Les rumeurs qui ont éclaté, Elliot Friedman de 32 Thoughts en a parlé d'ailleurs dans son balado de cette semaine. Donc, ce serait certainement... une réunion intéressante entre Danault et les Canadiens. Je suis pas certain que Jake Evans, à lui seul, suffirait à compléter un échange, mais je verrais certainement un heureux mélange entre le CH et Danault. C'est sûr que le meilleur choix, ça va demeurer Crosby, mais avec le début de saison, avec l'excellent début de saison des Pingouins, ça commence à se compliquer, puis le mirage commence à... je crois pas que ce soit le cas. Déjà que c'était des rumeurs qui semblaient bien éloignées. La tendance se poursuit, pour être franc. Avant qu'on change de segment, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu crois que Nick Suzuki va faire Team Canada maintenant qu'on avance dans les mois et que la sélection pour le tournoi olympique de 2026 au mois de février va bientôt être annoncée? Est-ce que Nick Suzuki en fera partie? Écoute, Nick Suzuki, il a quand même 34 points. Oui. C'est quand même un excellent joueur défensif. Oui, tout de même offensif. Il est excellent en avantage numérique. Les Canadiens, au dernier match, étaient 4e dans la Ligue. Je ne sais pas si c'est encore le cas. En tout cas, ils sont dans ces eaux-là. Et je pense que Nick Suzuki, selon moi, c'est le favori pour le Selke en ce moment cette année. Intéressant. Et je pense que... Oui, pour répondre à ta question, oui, il devrait être choisi pour Équipe Canada. Ils ont besoin d'un joueur défensif comme lui, puis s'ils choisissent pas comme un Anthony Cirelli ou un joueur comme tel, je pense que Nick Suzuki, ça pourrait être une bonne option. Je te relance la question. À mon avis,
C'est peut-être une opinion controversée, mais ses chances sont en baisse, simplement avec les annonces qu'on a reçues au fil des dernières semaines en ce qui a trait à la surface de glace à Milan. Ouais. On a appris que la patinoire serait un petit peu plus courte que les surfaces de la Ligue nationale de hockey. Donc, on se rappelle la confrontation des 4 nations. C'était un jeu extrêmement fermé et serré où la pression était immédiate sur les joueurs. Notamment lors d'un tournoi olympique, des équipes internationales vont miser sur la vitesse et le talent, tandis qu'à la confrontation des 4 nations, on y avait été sur la robustesse et le format des joueurs. Ouais. Et là, maintenant que la patinoire est encore plus réduite, je crois vraiment que des joueurs tels Mark Scheifele, 6 pieds 3, Tom Wilson, qui est littéralement la définition de l'attaquant puissance, sont devant lui, alors que seuls des joueurs comme Anthony Cirelli, que tu mentionnais, Travis Konecny et peut-être Sam Bennett pourraient quitter Équipe Canada. Outre ça, je vois pas des postes se libérer, donc je crois que Nick Suzuki va malheureusement être laissé de côté pour les partisans des Canadiens qui, évidemment, veulent voir les leurs au tournoi international. Ben, maintenant que je le vois cet angle-là, c'est intéressant ce que tu dis là. Ça risque d'être un peu plus du n'importe quoi, si on peut dire ça comme ça, avec la glace un peu plus petite, surtout que l'aréna n'est pas encore complétée à Milan. Ça a été une controverse au fil des dernières semaines. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais il faudrait que ça avance là, pour que les joueurs de la LNH puissent avoir la meilleure patinoire possible. Selon les nouvelles qu'on a vues dans les médias au fil des derniers jours, la glace devrait être prête pour le 2 février et le tournoi féminin des Olympiques de Milan débute le 5 février. Donc, c'est une marge de manœuvre qui est extrêmement mince et le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Bill Daly, n'y a pas été de main morte, a dit que si ces joueurs ne sentaient pas une sécurité envers la qualité de la glace ou des installations, ils ne s'y rendraient tout simplement pas. Donc, c'est un couteau à double tranchant du côté de Milan. Évidemment, l'entièreté des partisans de la Ligue nationale de hockey a envie de voir sa représentation aux Olympiques. Donc, ce sera certainement intéressant à suivre. Ça serait vraiment décevant s'ils ne pouvaient pas jouer. Ça fait combien d'Olympiques qui n'ont pas... que les joueurs de la LNH n'ont pas pu participer. Fait que j'espère que ça va marcher. En effet, on veut tous voir les meilleurs contre les meilleurs. Et justement, nous qui dévions un peu du sujet avec le Canadien de Montréal en passant aux Olympiques, on veut voir du meilleur contre des meilleurs. Et il y a certains joueurs qui ont des records qui pourraient être associés à leur titre. On voulait d'ailleurs observer si certains d'entre eux seraient battables. Donc, on a noté 5 records de la Ligue nationale de hockey qui ont été regroupés au fil des dernières semaines. Et on voulait analyser, serait-il possible de les battre dans un avenir approché ou un jour? Et le premier que nous avions entre eux était se défaire du record de points de Wayne Gretzky, qui compte 2857 points derrière sa cravate. À ton avis, Léo, est-ce que c'est battable? Ben écoute, lorsqu'on parle de records qui peuvent être battus, il faut toujours inclure le record le plus haut qu'on peut atteindre. Fait que les points de Gretzky, selon moi, je vais dire non. Si on pense juste avec les passes de Gretzky, juste avec les passes qu'il a faites, si on enlève ses buts, il est encore premier dans le nombre de points de l'histoire de la Ligue nationale. C'est exceptionnel. Et il n'y a personne à moins de 800 points de lui en ce moment. Écoute, 2857 points, tu sais, t'as des joueurs exceptionnels comme Connor McDavid, mais même à ça, il commence pas à être vieux, mais il commence à se faire tort, puis il faudrait qu'il maintienne un nombre de points par saison exceptionnel pour battre ce record-là. Si on peut penser si on peut penser que quelqu'un peut battre ce record-là, ça serait vraiment dans le futur, puis des joueurs qui sont pas encore dans la Ligue nationale. Non, personnellement, j'approuve plusieurs idées que tu proposes. Comme tu le disais, il n'y a personne dans la Ligue qui devrait même l'approcher. Quand on considère des joueurs hyper productifs au cours de leur carrière, comme Sidney Crosby et Alex Ovechkin, l'écart demeure de plus de 1000 points. 1719 pour Sidney Crosby et 1653 pour Alexander Ovechkin. Crosby a 38 ans, Ovechkin en a 40. Ça sent la fin de ce côté-là. Évidemment, on n'atteindra pas le record. Le plus probable, et même là, les chances sont infime, répond au nom de Connor McDavid, comme tu le mentionnais, 1130 points à 28 ans. Il demeure que s'il voulait battre le record, il devrait jouer 15 ans encore et il lui faudrait 115 points chaque saison. Ça, c'est si on évite toute blessure, probablement.
Connor McDavid qui n'a pas été en mesure d'atteindre 100 points l'an dernier, notamment à cause d'une blessure. Donc, je crois malgré tout que ce record-là ne sera pas atteignable, du moins avec les joueurs que l'on retrouve dans la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle. Qui sait, peut-être qui se marquera encore 7 à 8 buts par match en 2060, mais d'ici là, on n'a pas la réponse. Et je crois que Wayne Gretzky peut se sentir assez confortable dans son siège de meneur. Donc, le deuxième record que l'on avait noté était celui des buts d'Alexander Ovechkin, battu pas plus tard que le 6 avril de cette année. Alex Ovechkin qui est présentement à 911 buts. Et à mon avis, ce sera difficile à battre, mais c'est pas impossible. C'est un record qui est toujours grandissant. Alex Ovechkin, qui est dans la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle, comme je le disais, en a 911 à son compteur. Et si les rumeurs s'avèrent vraies et qu'Alex Ovechkin prenait sa retraite lors de l'été qui arrive, probablement que ce compteur-là s'arrêterait autour de 930-935 buts si on se fie à son rythme actuel. Et les joueurs actifs avec les totaux de filet les plus élevés, qui se rapprochent d'Ovechkin, sont Sidney Crosby à 643 et Steven Stamkos à 594. Et comme on le disait avec les points de Gretzky, probablement que ces joueurs-là ne pourront même pas passer proche pour la simple raison qu'ils sont dans les dernières années de leur carrière. Steven Stamkos qui a vraisemblablement ralenti. Les deux candidats pour peut-être s'en rapprocher ou même l'atteindre, Leon Draisaitl à 416 buts et Austin Matthews à 414. Il y a 2 ans, après sa saison de 69 buts, on aurait pu dire qu'Austin Matthews était peut-être en voie de le battre, mais d'ici là, il s'est blessé à de maintes reprises et son étoile semble pâlir. De ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, écoute, on pensait que le record n'allait jamais être battu. En effet. Il l'a été. Oui. Fait que, écoute, tout est possible, mais si je rebondis sur ce que tu disais, Matthews, il a 28 ans. Oui. Disons qu'il joue jusqu'à 40 ans. C'est encore 12 saisons, puis c'est plus de 500 buts dans les 12 prochaines saisons, ce qui est énorme. Fait que Matthews, je pense que c'est un peu loin pour lui. Encore une fois, Draisaitl, lui, il a 29 ans, si je me trompe pas. Il a atteint la trentaine à la fin octobre. OK, 30 ans. Et écoute, ben c'est ça commence à se faire tard pour lui. Si on parle des jeunes joueurs comme Macklin Celebrini ou Connor Bedard, Celebrini, il a seulement 19 ans, puis en ce moment, il est en voie pour 41 buts par match. 41 buts par saison, pas par match. Ouais. Bedard, lui, il est en voie pour 50 à sa 20e année. Donc, écoute, pour les joueurs qui jouent en ce moment, moi, je dirais que ces deux-là, ça serait sûr que c'est le plus probable. Mais, encore une fois, là, moi, je pense qu'il va fort probablement être battu, ce record-là, dans le futur. Oui, je serais d'accord avec ça aussi. Mais, écoute, toi, t'en penses quoi de Bedard puis Celebrini? C'est ça. D'ici là, on n'a pas vraiment de preuves véritables. Selon moi, il n'y a pas de joueurs, même du futur, comme tu le mentionnais, qui ont véritablement une chance accrue de l'atteindre. Macklin Celebrini et Connor Bedard sont des talents tout simplement exceptionnel. Leur niveau de jeu a été éclatant cette saison. Du côté de Connor Bedard, je crois qu'à plusieurs reprises, il va marquer au-dessus de 50 buts dans sa carrière, mais il demeure que ce serait une production de presque 50 buts pendant 20 ans, parce qu'Alex Ovechkin approche le millier de buts, et si on divise 1000 par 20, eh bien, ça donne 50 buts par saison. Donc, c'est un rythme qui, selon moi, n'est pas atteignable dans le hockey moderne. Et Macklin Celebrini, de son côté, est un fabricant de jeux de nature, j'ai l'impression. Je crois quand même qu'il va marquer 40 buts par saison au cours de sa carrière, du moins sur une base assez constante, mais ce ne sera pas assez pour rejoindre Alex Ovechkin. Ouais. Selon moi, ces joueurs-là vont s'arrêter autour de 750 buts. Il demeure qu'on est extrêmement tôt dans leur jeune carrière de la Ligue nationale de hockey. C'est presque impossible de la prédire, mais ce sera certainement une histoire intéressante à suivre. Puis surtout avec le rythme du jeu qui s'accélère, les blessures qui s'accumulent chez les joueurs. Et surtout, il faut noter que Alexander Ovechkin, à 22 ans, il a marqué 65 buts. Mm-hmm. Fait que pour qu'un joueur atteigne ce plateau-là des près de 1000 buts, il faudrait qu'il fasse une production similaire à celle de Crosby, de Ovechkin en début de saison, de carrière. Non, c'est ça, on parlerait d'un marqueur générationnel. Et en ce moment, quand on regarde les
les annales des joueurs repêchés qui s'en viennent. On retrouve pas un talent comme celui-là, donc ce sera certainement intéressant de voir si un espèce de robot tel Connor Bedard, justement, débarque dans la Ligue nationale de hockey avec un tir aussi spécial que le sien. Mais pour l'instant, on n'a pas ce talent-là qui s'affiche dans le futur. Maintenant, on avait noté un autre record qui appartient à Alexander Ovechkin, qui est celui des buts en prolongation. Pour l'instant, Alex Ovechkin en a 27 derrière la cravate. Selon toi, est-ce que c'est un record battable? Certainement. Oui, il y en a 27, mais la plupart de ces buts-là ont été marqués alors que la période de prolongation se jouait à 5 contre 5. Aujourd'hui, c'est à 3 contre 3, donc il y a plus de place sur la patinoire, il y a plus d'occasions de marquer. Donc, je crois certainement qu'il va pouvoir être battu, même par des joueurs qui jouent en ce moment. Je pense notamment à un certain Cole Caulfield, qui est très précisément à 11 buts en prolongation déjà à 24 ans. Donc, reste à ajouté beaucoup dans la dernière année. Oui, surtout. Il reste à voir combien de buts Ovechkin va marquer en prolongation dans le reste de sa carrière. Crosby est seulement à 3 buts derrière lui. Draisaitl est à 7 buts derrière. Donc, moi, je pense que oui, ce record va certainement être battu. Non, c'est ça. De nombreux joueurs ont une chance. Comme tu le mentionnais, Crosby, lui, souffle dans le coup à 3 buts seulement derrière lui. On a Leon Draisaitl qui est à 30 ans, probablement à la moitié de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. En a déjà 20 à son compteur. Et même un joueur tel Sébastien Aho en a 17 à 28 ans. Un gars qui en est à sa 6e saison dans la Ligue nationale de hockey, Kirill Kaprizov, en a déjà 12. Donc, je pense que d'ici une dizaine d'années, justement, ce record-là sera battu, et ce, par plusieurs joueurs. Comme tu le disais, le nombre de joueurs a été réduit à 3 contre 3. On a de l'action constante en prolongation et des buts qui se marquent très rapidement. Et si on observe la tendance de la Ligue nationale de hockey cette saison, presque 30% des rencontres se terminent en prolongation ou parfois en tir de barrage. Je crois vraiment que tous les signes portent à croire que ce record-là sera battu, et ce, dans un avenir très rapproché. Je prends exemple sur la Ligue professionnelle de hockey féminine et leur format 3-2-1. Donc, ça, c'est 3 points pour une victoire en temps réglementaire, 2 points pour une victoire en prolongation et 1 point pour une défaite en prolongation. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la LNH devrait adopter ça dans les prochaines années? Je crois certainement que ce serait un ajustement favorable, parce qu'il y a énormément d'équipes qui soit remportent des matchs en prolongation et que ça n'a pas d'impact sur leur fiche, ça vaut une victoire comme une autre, ou se maintiennent dans une place avantageuse au classement en accumulant les défaites en prolongation qui leur donnent 1 point. Donc, je crois que de parvenir à un système de victoires régulières donnerait aux meilleures équipes de la Ligue, qui gagnent en 60 minutes d'action seulement, un avantage concret au classement et éventuellement en série. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de désavantage à ce format-là, et la parité de la Ligue nationale serait un petit peu plus dispersée. Comme ça, on aurait des duels de série un petit peu plus intéressants, à mon avis. Ouais. Justement, si tu parles de duel de série, on dévie un peu, mais en parlant d'une autre règle, moi, j'aimerais bien que la LNH adopte le format 1-8, exact, parce que sinon on se retrouve avec des équipes, les 2 meilleures équipes de la Ligue en les Stars de Dallas et l'Avalanche de Colorado, qui jouent en première ronde, ce qui pourrait être un match de finale de conférence. J'allais te donner le meilleur exemple, justement. Tu parlais des Stars et de l'Avalanche. Au moment où on se parle, l'Avalanche est assez confortablement assise au sommet de la division centrale, tandis que les Stars sont 2e. Donc, si les séries devaient débuter aujourd'hui, l'Avalanche affronterait les Sharks de San Jose et les Stars affronteraient le Wild du Minnesota. À mon avis, ces séries-là se termineraient assez rapidement, mais on aurait une rencontre Stars-Avalanche qui sont probablement les 2 favoris pour remporter la Coupe Stanley en 2026 au 2e tour. C'est littéralement une finale de la Coupe Stanley. Je crois véritablement qu'on devrait ajuster le format et revenir à ce qu'on avait avant, parce que après des duels aussi âprement battus comme les Stars et l'Avalanche en première ronde cette saison, souvent les équipes vont être un petit peu fatiguées et la qualité du jeu devient moindre, le système est de plus en plus défensif. Personnellement, j'adore le premier tour des séries, et on dirait que le 2e et le 3e me séduisent un peu moins. Évidemment, la finale est la finale, mais une qualité de hockey grandissante serait vraiment plus intéressante, à mon avis. C'est des équipes, si on prend exemple la saison passée, première ronde Avalanche Stars, c'est des équipes qui vont se fatiguer après une seule ronde de série, donc c'est très désavantageux pour les équipes, pour les meilleures équipes de la Ligue.
Sans l'ombre d'un doute. Donc maintenant qu'on revient vers nos records, on a les points par un défenseur maintenant. C'est Raymond Bourque qui détient ce titre avec 1579. Et quand on regarde le landscape, si je peux dire, actuel de la Ligue nationale de hockey, je crois que c'est très peu probable que ce record-là soit battu. Les deux candidats principaux sont évidemment Cale Makar et Quinn Hughes. Et ce duo-là figure dans la catégorie des 400 points environ au moment où on se parle. Toutefois, les deux ont régulièrement des ennuis de santé et l'écart demeure de plus de 1000 points à combler. C'est énormément. Makar, par exemple, devrait frôler les buts, à mon avis, et pourrait peut-être dépasser Raymond Bourque, qui en a 410 à son compteur en 1600 matchs. Tandis que Cale Makar, de son côté, en a 126 en 426 et a déjà une saison de 30 buts derrière la cravate. Donc, s'il pouvait maintenir un rythme de 20 à 30 buts par saison, ce qu'il a déjà fait à 3 reprises, peut-être il pourrait atteindre le record des buts, mais celui des points, je crois que ce sera compliqué, notamment à cause des blessures qui l'ont affecté au fil de sa carrière. Oui, je suis d'accord avec toi. Je penserais pas qu'un joueur qui joue en ce moment va le battre, mais je pense certainement que dans le futur, il y a un joueur qui va réussir à atteindre ce nombre de points parce que les défenseurs commencent à être de plus en plus offensifs de nos jours. Si on pense à Lane Hutson, tu l'as nommé Quinn Hughes, Cale Makar, peut-être je dis pas qu'il va battre son record, mais des joueurs tels Xavier Villeneuve. Oh. Puis, il va pas battre le record. Non, je peux du moins dans le style. Dans le style. Mais oui, c'est ça pour revenir aux joueurs en ce moment. Erik Karlsson est celui le plus proche de son record avec 924 points. C'est quand même remarquable. Oui. Il va probablement atteindre 1000 points, dépendamment de sa santé dans les prochaines années. Erik Karlsson, sinon... non, en ce moment, je pense pas qu'il y a aucun joueur qui joue en ce moment qui va le battre, mais encore une fois, dans le futur, probablement. C'est des scénarios très hypothétiques, évidemment. Ouais. À mon avis, il faut se baser sur les options qui sont placées devant nous, parce que j'en parlais tantôt. Peut-être qu'en 2060, la façon dont le hockey est joué sera totalement différente. Après tout, en 1980, l'ère où Raymond Bourque jouait les années 80-90, du moins la première moitié, c'était du hockey extrêmement offensif. C'est ainsi qu'Wayne Gretzky a engrangé 2857 points, et depuis, le hockey a énormément changé. On a traversé la fameuse Dead Puck Era de 1995 jusqu'à 2008 peut-être, où le hockey était centré sur un système extrêmement défensif, et depuis, on observe l'offensive peu à peu remonter. Donc, ce sera certainement une tendance intéressante à suivre. Et le dernier record qu'on avait noté, celui des Bruins de Boston, qui ont le plus de points en une saison pour une équipe avec 135. À ton avis, est-ce que c'est battable? Ben, on en parlait tantôt de possiblement shifter au format 3-2-1. Si c'est le cas, c'est certainement battable. Ça va être plus facile. Parce qu'une victoire serait de 3 points. Donc, il y a plus de points qui peuvent être engrangés. Oui, exact. Merci. Aujourd'hui, le maximum de points est de 164 points si, hypothétiquement, une équipe gagne 82 matchs, ce qui est impossible, on va le dire. Les Bruins ont quand même eu 135 points, mais oui, c'est vrai, le nombre de matchs prochainement va augmenter à 84. Oui, en donc, je vais dire ma réponse. En fait, je l'ai toujours pas dit. Moi, je pense que oui, dans le futur, ça va pouvoir être, ce record-là va pouvoir être battu. On pense notamment à l'Avalanche du Colorado. Cette année, ils ont déjà 23 victoires, si je me trompe pas. 2 défaites et 6 défaites en prolongation. Donc, s'ils continuent à jouer comme ils font en ce moment, ce qui va être très dur à conserver comme conserver, oui, comme rythme, merci. Ils pourraient très bien le battre cette année, mais écoute, je penserais pas que ça va être cette année, mais certainement dans le futur. T'en penses quoi? Ben, je partage ton avis. Cette année, ce sera difficile, mais ça relève pas de l'impossible non plus. Tu parlais de l'Avalanche du Colorado, qui, au moment où on se parle, si elle devait maintenir son rythme pour les 82 rencontres de la saison, égaliserait le record, littéralement. Donc, c'est certainement possible. Il demeure que l'Avalanche a commencé à accumuler certaines défaites en prolongation récemment après des séquences de victoires tout simplement exceptionnelles. Donc, je crois pas que ça arrive d'ici les 12 prochains mois, mais pas plus tard que l'année prochaine. On passe à des saisons de 84 matchs et parfois des équipes sont en mesure d'assembler des formations qui regroupent des étoiles, qui ont les meilleurs joueurs à leur position. Par exemple,
Nathan MacKinnon, probablement le deuxième meilleur attaquant du circuit, et Cale Makar, le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Des super équipes comme celle-là pourraient certainement y aspirer dans le futur. Les Bruins y sont parvenus après 45 ans sans que ce record-là soit... Il a été approché, mais pas battu. Donc, certainement, il y a des possibilités que ça puisse arriver. C'est difficile d'avoir un regard du futur sur ce niveau-là parce qu'on ne sait pas nécessairement comment les directeurs généraux vont être en mesure de gérer leurs outils, mais ce sera certainement intéressant à suivre et je crois qu'il y a une probabilité que ce soit battu et ce, vraisemblablement dans un avenir rapproché. T'as dit que MacKinnon, selon toi, c'était le deuxième meilleur attaquant du circuit Bettman. Qui est-ce que tu mets en première place? Connor McDavid. Connor McDavid, OK. Penses-tu qu'en ce moment, Connor McDavid joue à un plus haut niveau que celui de Nathan MacKinnon? C'est très difficile comme question. Il faut se rappeler que les joueurs sont dans des environnements extrêmement différents. Ouais. Nathan MacKinnon s'aligne avec la meilleure formation de la Ligue nationale de hockey et, comme je le disais, a le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey parmi ses rangs. Donc, évidemment, l'avantage numérique de cette équipe-là va être tout simplement meurtrier et l'accumulation de points est tout simplement exceptionnelle. Connor McDavid le fait sous silence, mais n'est qu'à 5 points de Nathan MacKinnon au moment où on se parle. On parle de 53 contre 48 et les Oilers ont connu passablement de difficultés depuis le début de la saison. Je crois que l'écart est plus mince que les gens le font entendre et personnellement, j'accorderai toujours ma confiance à Connor McDavid, un joueur un petit peu plus complet à mon avis, surtout en termes de fabrication de jeu. Partages-tu mon opinion? Ben, je trouve ça intéressant. Moi, je suis un peu départagé dans ce niveau-là, dans ce niveau-là, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'en ce moment, avec la production incroyable de Nathan MacKinnon, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale en ce moment. Il joue quand même avec Martin Necas ainsi qu'Artturi Lehkonen, qui est une meilleure ligne que celle de Connor McDavid avec Nugent Hopkins et Zach Hyman. Tour du chapeau hier soir pour M. Hyman. Effectue son retour après une longue blessure, mais en effet, l'écart est évident. Ouais, mais c'est sûr que Artturi Lehkonen, la légende des Canadiens, aide beaucoup Nathan MacKinnon. Non, mais pour être sérieux, je pense qu'en ce moment, Nathan MacKinnon prend le dessus sur Connor McDavid, mais certainement dans le futur, McDavid va devenir, dans mon opinion, le meilleur joueur de la Ligue nationale. J'oserais pas m'avancer comme tu le fais, mais je trouve certainement le débat intéressant. J'ai hâte de voir lequel des deux finit la saison avec le plus de points. Nathan MacKinnon qui est en voie de battre encore des records personnels. Lui qui a accumulé 140 points il y a 2 ans maintenant. Cette saison-là de la Ligue nationale de hockey avait été exceptionnelle. N'avait même pas été le meilleur marqueur du circuit. C'était contenté du 2e rang derrière Nikita Kucherov. Donc, une course au meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey qui sera certainement intéressante à suivre au fil des peut-être 2-3 années à venir. D'ici là, on aura probablement un verdict d'établi. Donc, c'est ce qui va venir conclure notre segment des records de la Ligue nationale de hockey. Et maintenant, on se lance dans l'action football, la 15e semaine d'action qui prendra place dans la NFL cette semaine. Et maintenant, on veut observer qui est en voie de gagner chacune des divisions pour se tailler une place en série. Donc, on a 8 divisions à observer et beaucoup de calendriers, justement, sur lesquels on devra jeter un coup d'œil. Donc, la division Est de l'AFC. Donc, je vous présenterai à chaque fois quel est l'ordre actuel. Donc, on a la Nouvelle-Angleterre à 11-2, Buffalo à 9-4, Miami 6-7 et les Jets de New York à 3-10. Donc, on vous donne notre gagnant après le décompte. 3, 2, 1. Les Patriots. OK, donc je te laisse partir là-dessus. Ouais, ben les Patriots, ils ont déjà une bonne avance sur les Bills. Oui. 11 victoires, 2 défaites contre 9 victoires, 4 défaites. Donc, il faudrait 2 victoires des Bills et 2 victoires des Patriots dans les 4 derniers matchs de la saison pour renverser la tendance. Oui. Les Patriots, il reste 3 matchs contre des équipes de division, si je me trompe pas. En effet, tu as raison. Oui, donc le prochain est contre les Bills, donc ça va peut-être déterminer la saison. Si les Patriots l'emportent, la division est certainement la leur. Si les Bills l'emportent, ça va se resserrer de plus en plus. Mais je pense qu'à cause du record de division et le calendrier de fin d'année assez facile pour les Patriots, je pense qu'ils devraient pouvoir s'en tirer avec la division.
Comme tu le mentionnais, il y a un duel entre les Patriots et les Bills au Gillette Stadium pas plus tard que cette semaine. Advenant une victoire de Buffalo, l'écart évidemment qui se resserrait à une victoire. Mais le calendrier des deux équipes est assez équivalent, soit assez facile. Pour la Nouvelle-Angleterre, on a les Bills, les Ravens, les Jets et les Dolphins. À mon avis, on ira chercher 3 victoires et probablement qu'on échappera une rencontre au fil de cette suite-là. Personnellement, j'ai prédit une victoire des Patriots cette semaine. Je vous invite à aller voir notre compte Instagram pour voir l'entièreté de nos prédictions. Sinon, de leur côté, les Bills, en plus des Patriots, devront affronter les Browns, les Eagles et les Jets. Je les vois s'en sortir avec 3 victoires également, donc l'écart de 2 victoires resterait le même et les Patriots qui remporteraient leur division avec une fiche de 14-3. Maintenant, du côté de l'AFC West, nous avons les Broncos qui sont aux commandes avec une fiche de 11-2, suivis de près par les Chargers à 9-4, les Chiefs à 6-7 et Las Vegas 2-11, 3-2-1. Les Chargers. Broncos. Les Chargers. Je vais débuter là-dessus, mais j'ai hâte de t'entendre. Donc, c'est des calendriers quand même assez chargés qui attendent les leaders de la division, soit les Broncos et les Chargers. Du côté de Denver, on devrait affronter Green Bay, Jacksonville, Kansas City et justement les Chargers. Un match qui sera capital. Personnellement, je crois qu'on va aller chercher 2 victoires, soit contre les Packers pas plus tard que ce week-end et contre les Jaguars la semaine subséquente et on accumulera 2 défaites par la suite contre les Chiefs et les Chargers. De leur côté, Los Angeles, selon moi, va s'incliner contre Kansas City cette semaine et par la suite vont remporter leur match contre les Cowboys, les Texans et les Broncos pour une fiche de 3-1. Malgré tout, l'écart sera d'une victoire et les Broncos s'en sortiront victorieux du côté de la AFC West. Donc, toi, les Chargers. Oui, intéressant. Ben moi, je pense que les Chargers vont prendre le dessus à cause du calendrier difficile qui attend les Broncos. Donc, on le rappelle, les Packers, les Jaguars, les Chiefs et, pour finir la saison, les Chargers, justement. Moi, je pense que la saison va se fier sur ce match-là. Oui. Je penserais pas que les Broncos, avec les difficultés qu'ils ont connues face notamment les Raiders, la pire équipe de la Ligue, à 2 reprises, qui ont presque battu les Broncos. Les Jets aussi à Londres. Oui, les Jets et les Commanders. Donc, c'est 3 équipes assez faibles. Et avec cette fin de saison compliquée contre de très bonnes équipes en voie de faire les séries, si on parle pas des Chiefs, les Broncos ne devraient pas gagner ces 4 matchs-là, certainement pas. Et celui contre les Chargers va être décisif selon moi, mais je pense que les Chargers vont réussir à s'en sortir de cette saison et de cette division compliquée. Ben, c'est ça. Le match de cette semaine pour les Broncos face aux Packers est capital. Je crois que si on l'emporte du côté de Denver, on vient à peu près de se sécuriser l'AFC West. Évidemment, c'est probablement le plus gros duel qui les attend, outre le dernier match contre les Chargers. Et ce dernier match-là, je crois que les Chargers vont l'emporter. Mais il faut se rappeler que l'écart est de 2 victoires entre les équipes. Donc, à moins d'une chute brutale de la part des Broncos ou une fiche parfaite du côté des Chargers, je crois que l'écart va demeurer à une victoire. On se déplace du côté sud, alors que Jacksonville mène présentement la division de l'AFC avec sa fiche de 9-4, suivi de très près par Houston et Indianapolis, qui partagent un record de 8-5, et finalement les Titans du Tennessee, qui, malgré une victoire la semaine dernière, affichent toujours une piètre fiche de 2-11. 3-2-1. Les Jaguars. Ouais. Je te laisse partir là-dessus. Ben, j'ai presque choisi les Titans au début, mais là, j'ai vu qu'ils étaient éliminés, fait que j'ai switché vers les Jaguars. Non, mais écoute, les Jaguars, les Colts, selon moi, vont pas faire les séries. Les Colts, Daniel Jones est out pour le reste de la saison avec une blessure au tendon d'Achille, ce qui est la blessure la plus grave qu'on peut avoir, là, selon moi. Une blessure qui prend extrêmement longtemps. C'est dévastateur sur les joueurs. Exact. On peut, notamment dans la NBA, Jason Tatum là, a eu cette blessure-là. Tyrese Haliburton a eu cette blessure-là. Damian Lillard a eu cette blessure-là. Les 3 sont blessés pour toute la saison, si on peut dire ça, à part pour le cas de Jason Tatum. Revenons à la NFL. Les Colts, les 4 derniers matchs. Seahawks, 49ers, Jaguars, Texans. C'est 4 matchs extrêmement difficiles contre des équipes très fortes, surtout en ce moment, en parlant des Jaguars, même des Texans. Donc, les Colts
dans mon cas, sont out. Dis-moi tes opinions sur... Je partage ton opinion presque à 100%. J'ai aussi Jacksonville comme vainqueur. Et les matchs qui sont à venir pour eux et les Texans sont assez peu menaçants selon moi. Ouais. Du côté de Jacksonville, on devrait l'emporter face aux Jets. On va probablement échapper le match face aux Broncos. Mais par la suite, on a Indianapolis et Tennessee que je crois qu'on va vaincre. Donc on ajouterait 3 victoires au compteur. Tandis que du côté de Houston, on a les Cardinals, les Raiders, les Chargers et les Colts, encore une fois. Et là, on va me dire, oui, mais les Colts sont 8-5. Tu le disais, Daniel Jones est blessé pour le reste de la saison. On a dû faire appel à Philip Rivers, 44 ans. Mentionnons-le, pardon de mon accrochage de français, et l'horaire, comme tu le disais, Seattle, San Francisco, Jacksonville et Houston, c'est 4 duels que selon moi, on va perdre, tout simplement à cause de la situation très compliquée au niveau des corps arrière, et Jonathan Taylor a un peu ralenti au fil des dernières semaines. Selon moi, les Colts, l'aventure se termine, et comme je le mentionnais, à mon avis, les Jaguars de Jacksonville et les Texans de Houston vont récolter 3 victoires au cours de leurs 4 derniers matchs. Donc, l'écart qui va demeurer d'une victoire entre les deux et les Jaguars qui vont se faufiler avec le titre de l'AFC Sud. Ouais, je suis d'accord avec toi et surtout le fait que les deux équipes ont déjà joué leurs 2 matchs l'un contre l'autre impacte beaucoup le classement de fin de saison. Ils vont pas pouvoir les Texans vont pas pouvoir arracher une victoire aux Jags. Donc c'est intéressant, mais parlons un peu une petite parenthèse de Philip Rivers. C'est n'importe quoi, on va se le dire. C'est incroyable, tout simplement. Ouais, il a 44 ans. OK, rappelons une chose. Au moment où on se parle, j'ai 18 ans et je suis devenu fan de la NFL alors que j'en avais 12. Philip Rivers en était à sa toute dernière saison dans le circuit. Qui aurait pu espérer le revoir 5 années plus tard, alors que, rappelons-le, cet homme-là est un grand-père. C'est tout simplement incroyable. Et selon les vidéos qu'on a vues à l'entraînement des Colts cette semaine, ne semble pas au sommet de sa mobilité. Donc, je le vois pas être partant pour la rencontre de cette semaine contre les Seahawks. Je crois qu'on va vouloir le ménager du moins à une certaine... à un certain égard, parce qu'on se rappelle, la défensive des Seahawks a été l'une des meilleures du circuit cette saison. Donc, ce sera certainement intéressant de suivre l'aventure Rivers du côté d'Indianapolis, mais je crois pas qu'on en tire beaucoup de succès. Est-ce qu'il va jouer un match selon toi? Est-ce qu'il va débuter un match selon toi? Tout va dépendre des blessures, justement, dans l'alignement. Anthony Richardson et Riley Leonard sont tous 2 blessés. Je connais pas la gravité de ces blessures-là, par contre. Donc, si les 2 ou l'un des 2, à la limite, peut être en mesure de participer à une rencontre, je crois qu'on va les faire débuter au-dessus de Philip Rivers. Anthony Richardson risque de pas jouer pour le reste de la saison. OK. Donc, j'ai aucune idée du côté de Riley Leonard, mais probablement qu'on va donner au moins un match à Philip Rivers simplement pour le spectacle, mais je crois pas qu'on retire beaucoup de bénéfices de cette tentative. On a hâte de voir ça. Et on complète la section avec le nord de l'américaine, les Steelers qui l'amènent présentement avec leur fiche de 7-6, les Baltimore Ravens qui leur soufflent dans le cou 6-7, les Bengals de Cincinnati à 4-9 et les Browns de Cleveland 3-10. 3-2-1. Les Ravens. OK. Ouais. Donc, personnellement, j'y suis allé avec les Ravens et ça va se jouer dans les plus minces détails, à mon avis. Les deux équipes ont des calendriers mi-figue, mi-raisin, si je peux le dire ainsi. Les Steelers, qui, selon moi, vont battre les Dolphins cette semaine, par la suite vont s'incliner face aux Lions, vont s'emparer d'une victoire face aux Browns et s'incliner face aux Ravens eux-mêmes pour... un bilan final de 2 victoires et 2 défaites. Du côté des Ravens, je crois qu'on aura raison de Cincinnati. On aura raison de la Nouvelle-Angleterre, à mon avis. Peut-être une surprise. On va s'incliner face aux Packers et finalement, on va emporter le dernier match contre les Steelers eux-mêmes. Donc, les deux équipes qui en seraient à une fiche de 9-8. Et à ce moment-là, ça se jouerait dans les procédures d'égalité. Et là, c'est les Ravens qui iraient chercher l'avantage. Mais ça va littéralement être un spectacle à suivre dans les dernières semaines. Intéressant. Moi, je suis allé avec Pittsburgh. Écoute, Lamar Jackson, je le trouve très fatigué en ce moment. Mm-hmm. En début de carrière, il a extrêmement couru. Je pense que c'est celui dans la Ligue nationale qui a le plus couru en termes de corps arrière. Okay. Les verges au sol, dont je parle. Il est extrêmement fatigué. Il a joué beaucoup de matchs, il a joué beaucoup de minutes, il s'est beaucoup donné. On le voit cette année, les Ravens qui ont 6 victoires, 7 défaites. Et ont une fin de saison très difficile. Moi,
moi, dans mes prédictions, j'ai pris les Bengals au-dessus des Ravens cette semaine. Ah, ok, je pensais pour la division. Non. Pour cette semaine, les Bengals, Joe Burrow est de retour. Oui. Ils ont eu une belle victoire il y a 2 semaines contre, je te dis ça tout de suite. Ben, les Ravens, justement, ils l'avaient Oui, emporté c'est ça, 32 à justement, 14. les Ravens. Ouais. Donc, ça, c'était une belle victoire. Les Bengals, avec Joe Burrow, tout peut se passer avec eux. Écoute, ils peuvent gagner, même avec leur défense atroce. Ils pourraient battre les Ravens. Et écoute, Nouvelle-Angleterre, Green Bay et Steelers, qui sont quand même une équipe très forte pour le reste du calendrier de Baltimore. Je ne penserais pas qu'ils vont réussir à surmonter ce défi-là, ce grand défi-là. Je pense que cette année, il va y avoir des séries sans les Ravens de Lamar Jackson et les Chiefs de Patrick Mahomes. Ouais, les Chiefs qui, eux aussi, en sont une fiche de 6-7, mais de leur côté, les espoirs de série qui se sont presque envolés au moment où on se parle, après plusieurs défaites consécutives. Mais tu le mentionnais du côté de Lamar Jackson, malgré une belle rencontre la semaine dernière, on l'a senti un peu fatigué, justement, après son retour de blessure, n'était clairement pas à 100%. Et du côté des Ravens, ça respire la désolation comme saison. Plusieurs les avaient analysés comme étant des favoris au Super Bowl. Et là, de les voir manquer les séries une quinzaine de semaines plus tard, pas nécessairement le résultat escompté. Ouais. Et c'est une équipe qui se fiait beaucoup à Mark Andrews dans les dernières années. C'est vrai. Mark Andrews, cette année, qui a moins de 400 verges. Donc, écoute, je pense avec la production qu'il y a avec les Ravens, Derrick Henry est tout de même Derrick Henry, même si sa production a ralenti un peu. Le frigidaire. Oui, le frigidaire Derrick Henry. Mais ouais, on peut penser qu'il n'y aura pas de série avec eux cette année. Donc, on se déplace maintenant du côté de la division nationale où, à mon avis, on a des duels encore plus relevés que dans l'américaine. On va commencer avec l'Est. Alors que les Eagles ont les devants sur la division avec leur fiche de 8-5, les Cowboys qui les suivent de relativement près avec leur fiche de 6-6-1, les Commanders à 3-10 et les Giants à 2-11. 3-2-1, les Eagles. Ouais. Donc, écoute, les Eagles, je pense qu'on va avoir les mêmes opinions là-dessus. Je veux parler des Cowboys. Plutôt, les Cowboys sont 2e avec 6 victoires, 6 défaites, 1 égalité, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Et ont une des pires défenses dans la ligue, malgré Dak Prescott qui joue une des meilleures saisons de sa carrière avec Pickens. Ouais, ce duo-là a été électrique jusqu'à présent cette saison. Donc, je penserais pas qu'ils vont réussir à surmonter cette pente-là. Les Eagles qui ont 8 victoires, 5 défaites. Donc, ça va être très dur à rattraper. Ouais, c'est ça. Et pour ajouter ce que tu disais, malgré les difficultés récentes qu'on a connues du côté de Philadelphie, on a un reste de calendrier plutôt, qui nous est favorable avec les Raiders cette semaine. 2 duels face aux Commanders et un affrontement face aux Bills. À mon avis, on se doit d'aller chercher 3 victoires, si c'est pas 4. Dallas est dans une situation semblable, devrait l'emporter face aux Vikings, aux Commanders et aux Giants. Probablement qu'on va l'échapper face aux Chargers, pardon. Malgré tout, ce serait 3 victoires et 1 défaite pour chacune des équipes. Et les Eagles qui s'en sortiraient avec la division assez facilement. Une fiche peut-être un peu décevante à 11-6 par rapport aux attentes. Et on se rappelle, c'est les champions en titre du Super Bowl. On n'a pas eu du rendement étoilé de la part de certains joueurs tels A.J. Brown, desquels on s'attendait à beaucoup plus, mais malgré tout, on devrait s'en sortir avec la division. Il s'est révolté un peu, justement, A.J. Brown, qui en a parlé à son équipe sur les réseaux sociaux, qui ne se sentait pas inclus, si on peut dire ça, dans l'équipe, qui pensait que sa production était trop basse par rapport à laquelle il devrait avoir, normalement. Ouais. Donc, reste à voir ce qui va se passer avec ça. Parce que si on recule de quelques semaines, je me rappelle d'une interview où A.J. Brown dit à ses possesseurs dans le fantasy football, laissez-moi de côté, j'en vaux pas la peine. Et à partir de ce moment-là, il a connu quelques bonnes semaines pour finalement revenir sur terre, si je peux le dire ainsi. Donc, clairement, une saison en deçà des attentes du côté d'A.J. Brown. Et ce sera intéressant de suivre le parcours des Eagles en série, malgré une offensive moribonde. Est-ce qu'on va pouvoir se mesurer à une NFC très compétitive? Et c'est ainsi qu'on glisse vers la NFC Nord, qui est une division extrêmement compétitive, avec les Packers au sommet, 9-3-1.
Les Bears qui leur soufflent dans le cou, 9-4. Les Lions pas loin derrière, 8-5. Et finalement, les Vikings, 5-8. 3, 2, 1. Les Packers. Oui, les Packers, pardon, je t'ai déconcentré. Il n'y a pas de problème. Donc, de mon côté, je pense que les Packers vont l'emporter. C'est un duel à 3 têtes dans le nord de la nationale. Les Packers qui doivent affronter les Broncos cette semaine. Personnellement, je les vois subir la défaite. Mais par la suite, on a des duels face aux Bears, aux Ravens et aux Vikings. À mon avis, on ira chercher la victoire dans les 3 cas. Les Bears, de leur côté, vont affronter les Browns cette semaine. On devrait aller chercher la victoire, mais par la suite, on a des duels très complexes face aux Packers, justement, aux 49ers et aux Lions. Donc, 2 matchs de division qui, à mon avis, seront très difficiles du côté des Bears. Et finalement, les Lions, les Rams, à mon avis, vont subir la défaite. Mais par la suite, séquence de 3 victoires face aux Steelers, aux Vikings et aux Bears. Donc, selon les prédictions que j'ai actuellement, on pourrait me considérer un fou après cette fin de semaine. Parce que j'ai prédit des défaites aux Packers et aux Lions et une victoire aux Bears. Donc, on aurait les Bears au sommet de la division. Mais bien, pourquoi est-ce qu'ils l'emporteraient pas? Parce que je crois qu'ils vont perdre leurs 3 matchs par la suite. Tandis que les Packers et les Lions, selon moi, vont emporter leurs 3 matchs suivants. Donc, la division qui serait maintenant menée par les Packers, les Lions pas loin derrière et les Bears qui rateraient les séries au 3e rang avec une fiche de 10-7, tels les Seahawks de l'an dernier. Ouais, les Packers ont gagné leurs 2 parties face aux Lions. Donc, je pense que même si les Lions réussissent à remonter la pente, je pense pas qu'ils vont réussir à gagner cette division-là. Et on l'a vu la semaine passée, oui, face aux Bears. Un excellent match, d'ailleurs. Oui. Les Packers face aux Bears. Les Packers ont réussi à l'emporter. Ont montré qu'ils étaient tout simplement plus forts en termes d'équipe. Une excellente défense. L'acquisition de Micah Parsons, on en parle encore. Quelle acquisition. C'est révélé exceptionnel. Possiblement la meilleure de l'année, selon moi, dans la NFL. Et oui, les Bears, écoute, tu l'as dit, ils ont une fin de saison difficile et je pense pas qu'ils vont réussir encore une fois à remonter la pente et aller chercher cette division-là, surtout qu'ils rejouent contre les Packers la semaine prochaine. On se rappelle que Chicago est une équipe qui en est à ses premiers balbutiements de compétition, parce que cette équipe-là a été dans les tréfonds du circuit pendant des années et des années. Cette saison, on connaît une très belle séquence, notamment avec Caleb Williams qui joue très bien, Rome Odunze qui s'est révélé au grand jour, mais cette équipe-là manque un peu de maturité, à mon avis, pour vraiment parvenir à aller soutirer des victoires à des formations très expérimentées et je crois qu'au final, ça va leur coûter une place en série. Malgré tout, ce serait un grand succès du côté des Bears et de leur entraîneur de première année, Ben Johnson. Mais je crois que les Packers et les Lions vont les supplanter dans la course au titre de la division Nord de la nationale. Ouais, c'est une équipe très jeune. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Ils ont un futur prometteur, Caleb Williams, Rome Odunze, DeAndre Swift. Bref, ça va être une excellente équipe. Finalement, pas finalement parce qu'il nous reste 2 équipes, on glisse vers le sud de la nationale où les Panthers ont pris les devants hier avec leur fiche de 7-6, les Buccaneers qui sont à 7-7, les Falcons 5-9 et les Saints 3-10. 3, 2, 1. Les Panthers. Écoute, moi je suis trop départagé dans cette division-là. Je peux pas choisir. T'as pas d'opinion? J'ai pas d'opinion sur cette division-là. Je peux vraiment pas prédire qui entre les Buccaneers et les Panthers vont remporter cette division-là. Surtout, avant la défaite des Buccaneers hier face aux Falcons, je les avais en tant que vainqueur. En tant que vainqueur de la division. Okay. Mais écoute, ils ont montré leur faiblesse hier soir en perdant face aux Falcons, qui sont déjà éliminés des séries. Oui. Donc, écoute, il reste 2 matchs entre ces 2 équipes-là. On n'a toujours pas joué contre, donc tout pourrait arriver. Et je pense que les Buccaneers, avec le retour de Bucky Irving, qui ne joue pas comme il jouait avant, ça va compliquer la tâche. Et je pense, encore une fois, je dis pas que les Panthers vont gagner, je dis pas que les Buccaneers vont gagner, mais tout pourrait arriver dans cette fin de saison. Tel les Ravens, moi j'ai prédit les Panthers et je crois que ça va se jouer dans les plus minces détails. Les Buccaneers se sont un peu tirés dans le pied hier avec une défaite face aux Falcons et là maintenant se retrouvent derrière les Panthers dans les classements. Alors là, il faut jeter un coup d'œil au calendrier. Les Panthers qui auront à affronter les Saints en fin de semaine, personnellement je crois que ce sera une victoire. Les Buccaneers, les Seahawks et les Buccaneers à nouveau. À mon avis, ce sera partagé au niveau des 2 matchs avec les Buccaneers, une victoire et une défaite
défaites de chaque côté. Donc la Caroline qui aurait une fiche de 2 victoires et de 2 défaites pour clore la saison. Du côté des Buccaneers, on a seulement 3 matchs restants puisqu'on jouait hier au Thursday Night Football. On a 2 duels contre les Panthers et un contre les Dolphins. À mon avis, on va l'emporter une fois contre les Panthers et contre les Dolphins. Donc une fiche de 2 et 1. Les deux équipes auraient une fiche de 9 et 8 et la victoire se jouerait au bris d'égalité. Et le premier critère qui est observé, c'est la fiche intra-division. Ouais. Donc, de leur côté, les Panthers qui auraient une fiche de 4 victoires et 2 défaites selon les prédictions que j'ai effectuées, tandis que de leur côté, les Buccaneers auraient une fiche de 3 et 3, notamment avec des défaites qui seront difficiles sur le cœur, avec les Saints il y a quelques semaines et les Falcons hier. Donc, les Panthers qui, par la peau des dents, l'emporteraient sur la division Sud. T'en penses quoi? Ben, est-ce que ça ferait du sens? Ça ferait du sens, tout ferait du sens. Écoute, dans cette division-là, c'est... Une boîte à surprise. C'est une boîte à surprise, oui. Les Panthers, qui l'auraient cru qu'ils seraient là en ce moment, 7 victoires, 6 défaites. En ce moment, là, ils sont premiers dans la division. Ils jouent contre... cette semaine... les Panthers, les Saints. À mon avis, c'est une victoire probable de leur côté. Et un élément qui est intéressant avec cette formation-là, si on les considérait comme des leaders de division au début de la saison, on se dirait c'est parce que Bryce Young et son receveur Taylor McMillan ont été exceptionnels. Sans dire qu'ils ont été mauvais, ça n'a pas été une grande émergence de leur côté. Bryce Young qui a des statistiques semblables à celles de l'an dernier, donc c'est vraiment exceptionnel. Mais Dave Canales a transformé cette équipe-là en tant qu'entraîneur. On sent la hargne qui les habite, la volonté de gagner chaque rencontre. Et c'est pour ça que je crois que, sans nécessairement faire du bruit en série, vont du moins s'y qualifier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la décision de prendre Bryce Young au-dessus de C.J. Stroud dans le repêchage il y a quelques années? Ouf, c'est difficile d'observer ça maintenant parce que C.J. Stroud a connu des saisons en montagne russe depuis, mais je crois quand même que si on regarde le potentiel, le plafond éventuel de ces deux joueurs-là, C.J. Stroud a un mince avantage, mais je crois pas que l'écart soit énorme à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Il faut le rappeler que cette décision-là du premier choix s'est jouée, si c'est pas au dernier jeu de la dernière semaine d'activité de l'année qui précédait l'année de repêchage, alors que les Texans ont opté d'y aller pour 2 points face, je me rappelle plus de l'équipe, mais ils l'ont réussi, cette conversion de 2 points, ont eu le deuxième choix et finalement ils sont allés avec C.J. Stroud. Écoute, rappelons-le, c'est quand même des corps arrière qui sont déjà établis dans la Ligue nationale de football et qui seront probablement des généraux pour une dizaine d'années à venir avec leur formation. Donc, je crois pas aucune de ces deux équipes-là, plutôt, ne regrette son choix et perd des heures de sommeil à cause de cela. Et finalement, on va venir conclure notre segment NFL avec le côté ouest de la nationale, les Rams qui sont à 10-3, les Seahawks qui les suivent de près avec la même fiche, les 49ers tout juste derrière à 9-4 et finalement les Cardinals qui ramassent les casques à 3-10. Donc 3-2-1. Rams, je te laisse te lancer là-dessus. Ouais, écoute, les Rams en ce moment sont premiers grâce à leur victoire face aux Seahawks. Mm-hmm. Donc moi j'aimerais aussi dire que la NFC West c'est la meilleure division de la Ligue. Sans nombre de doute. Sans nombre de doute. C'est incroyable. Tout pourrait se passer dans cette division. Les trois équipes pourraient très bien remporter le titre de division. Puis je pense que l'équipe qui va remporter la NFC West va remporter la NFC tout court. Ouais, je serais d'accord. Avec les 49ers qui ont 9 victoires, 4 défaites. Puis les 49ers qui vont profiter de ce qui se passe entre les Rams et les Seahawks dans leur rencontre de la semaine prochaine. Ouais. Ils pourraient très bien prendre les devants de la division. Non, c'est pas vrai. Ils pourraient pas prendre les rangs de la division du moins causer une égalité. Exact. Se rapprocher du titre. Ouais. Donc, les Rams, en ce moment, c'est la meilleure équipe de la Ligue, selon moi, ont le candidat pour le MVP en Matthew Stafford. Mm-hmm. Écoute, ils ont des victoires convaincantes et ont un calendrier plus simple en fin de saison, malgré une partie face aux Seahawks.
Je tiens à passer un message à l'un de mes amis qui écoute probablement ce podcast qui, un petit peu plus tôt dans la saison, m'a déclaré que si Matthew Stafford remportait le titre de MVP, il se raserait les cheveux. Eh bien, j'ai hâte de te voir chauve dans quelques semaines, mon cher ami. D'ici là, le match Rams-Seahawks sera un véritable spectacle juste à l'approche de Noël, du superbe football. Ouais. Et c'est un autre duel à 3 têtes pour la division. Du côté des Rams, on va devoir affronter les Lions, les Seahawks, les Falcons et les Cardinals. Malgré que ce soit pas un calendrier évident, je crois qu'on va remporter les 4 matchs de ce côté-là. Pour les Seahawks, on a Indianapolis, les Rams, les Panthers et les 49ers. On risque d'en emporter 3 des 4, la défaite face aux Rams. Et du côté des 49ers, Tennessee, Indianapolis, Chicago et Seattle. Un calendrier qui leur est un petit peu plus favorable, mais on va s'incliner face à Seattle, à mon avis, lors de la 18e semaine de l'action. Donc, au final, il n'y aurait pas de changement au niveau du classement, puisque les Seahawks et les 49ers maintiendraient leur écart, tandis que les Rams se distanceraient en tant que meneurs de la division. Comme tu le mentionnais, c'est clairement celle qui est la plus dominante dans toute la ligue, et probablement une équipe de cette division-là qui se rendra très loin dans les séries, peut-être même un vainqueur potentiel du Super Bowl. Potentiellement, oui. Moi, j'ai une chose dont j'ai peur chez les Seahawks, c'est la fin de saison de Sam Darnold. Moi aussi. Je partage cette inquiétude-là. On l'a vu l'année passée, lorsque les Vikings de Sam Darnold ont échappé la division aux mains des Lions en fin de saison et ont perdu en première ronde après une année exceptionnelle avec Justin Jefferson, Sam Darnold, 14 victoires, 3 défaites. C'est une chose qui me fait peur. Déjà, on l'a vu avec le match face aux Rams. Mm-hmm. C'est 4 interceptions, si je ne me trompe pas, de Sam Darnold. Donc, ça, déjà, ça pose des inquiétudes chez le camp de Clint Kubiak et les Seahawks. Non, certainement. Ça a été une habitude depuis le repêchage de Sam Darnold en 2018. A connu des difficultés passablement au début de sa carrière avec les Jets, les Panthers et les Rams. Ouais. Mais l'an dernier, s'était établi comme corps arrière de premier plan. Mais comme tu le mentionnais, une fois qu'on en est arrivé dans les dernières rencontres de la saison et le seul match auquel on a participé en série, Darnold a connu de piètres performances et présentement a ralenti un peu par rapport à son début de saison flamboyant. Donc, ce sera intéressant à suivre du côté de Seattle. Mais disons que la confiance ne règne pas de notre côté. Je partage la même inquiétude que toi. Donc, c'est ce qui vient clore notre segment de la NFL. Laissez-nous entendre si vous êtes d'accord avec nos choix de division. Si vous en avez d'autres, on a bien hâte de lire vos commentaires à ce sujet-là. Et c'est ainsi qu'on transfère vers notre segment de la Ligue nationale de hockey. On a énormément d'actions qui s'y déroulent alors qu'on a passé le cap du tiers de la saison il y a peut-être quelques jours de cela. Et on a eu un échange pas plus tard que ce matin. Donc, 2 échanges subséquents. Donc, personnellement, je vais les analyser en tant qu'un. Ouais. Edmonton reçoit Tristan Jarry, le défenseur Spencer Stastny et le choix de premier tour en 2019, Samuel Poulin. De son côté, Pittsburgh reçoit Stuart Skinner, Brett Kulak, et un choix de 2e tour. Et de son côté, Nashville y va d'un 3e. Donc, je vais débuter là-dessus. À mon avis, c'est Pittsburgh qui gagne l'échange, et ce, assez clairement, d'aller chercher un choix de 2e tour pour un gardien qui était au ballottage il y a environ 1 an de cela. C'est un travail tout de même assez exceptionnel. Et il faut se rappeler aussi que Stuart Skinner et Brett Kulak sont des contrats qui expirent cette saison. Donc, Pittsburgh sera en mesure de les échanger à nouveau à la date limite des transactions pour se munir de nouveaux assets, comme on le dit si bien en anglais. Donc, un super travail de businessman du côté de Kyle Dubas. Et du côté des Oilers, c'est certainement une amélioration sur papier par rapport à Stuart Skinner. Toutefois, Tristan Jarry, reconnu pour son inconstance, était dans la Ligue américaine de hockey il n'y a pas plus tard qu'1 an. Et est-ce que ce sera vraiment la solution? Du côté des Oilers, à mon avis, on a été trop patient envers Stuart Skinner et on a réduit nos options par rapport à l'entre-saison 2024, où on avait un Jacob Markstrom de disponible, un Linus Ullmark de disponible, voire un Jussi Saros du côté de Nashville. Et maintenant, là, ces options sont toutes disparues et on place notre confiance entre les mains de Tristan Jarry. Ouais. Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Les Penguins, selon moi, ont remporté cet échange-là. Écoute, c'est 2 gardiens très inconstants, on l'a vu dans les dernières années. Oui. Et les Oilers vont chercher un gardien de 30 ans qui est similaire dans son inconstance, on le répète, à Stuart Skinner qui a 27 ans. Ouais. Donc, tu vas chercher un gardien plus vieux qui
qui te ramène autant de problèmes que l'ancien gardien que tu avais en Stuart Skinner. Écoute, Jarry a une meilleure saison, oui, cette année, mais je comprends pas cet échange. J'ai une question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que ça... On sait que le banc, si on peut dire ça, de Chris Knoblauch est très chaud. C'est un peu un anglicisme, mais en ce moment, avec cet échange-là, qu'est-ce que ça fait? L'emploi de Chris Knoblauch, c'est sûr qu'il est à risque parce que les Oilers ont connu un début de saison très difficile, mais on se disait « Ah, mais c'est une tendance, ça a toujours été ça », et malgré tout, ils ont participé à 2 finales consécutives de la Coupe Stanley. Sauf que là, on a passé la barre des 30 matchs et ça semble pas s'améliorer tant que ça du côté des Oilers d'Edmonton. Donc, on a tenté de faire un échange un peu à la va-vite, sans dire en panique, et je suis pas convaincu de l'amélioration que Tristan Jarry sera apportée. Probablement qu'on aura un petit peu plus de motivation du côté des Oilers à vouloir remporter des matchs, mais si la tendance se poursuit, Chris Knoblauch pourrait certainement perdre son travail. Et il faut rappeler un candidat qui est disponible présentement, l'ancien des Stars de Dallas en Pete DeBoer, qui a amené son équipe à 3 finales de conférence consécutives parfait lors des matchs numéro 7 avec une fiche de 9 victoires contre 0 défaites. Certainement un candidat qui fait saliver plusieurs équipes et peut-être que les Oilers seraient ceux qui voudraient s'en saisir. Donc, je tiens à apporter un point supplémentaire avec l'échange de Tristan Jarry. C'est pas que du noir du côté des Oilers, parce que si Tristan Jarry poursuit sur sa lancée, certainement qu'il va être en mesure de leur apporter de belles choses, mais c'est un pari extrêmement risqué qui, selon moi, n'est pas des plus grandes probabilités, tandis que du côté de Pittsburgh, Jarry ne faisait pas partie de ton plan à long terme, simplement parce que tu avais plusieurs gardiens espoirs tels Sergei Murashov, Yoel Blomqvist ou Artur Shilovs, donc de s'en débarrasser de Jarry, je devrais dire, et de faire place à ces gardiens-là. Murashov a été exceptionnel pour débuter la saison. Et voilà, la vague de jeunesse qui débute à Pittsburgh, et pour l'instant, s'affiche comme l'une des meilleures équipes du circuit. Donc, je crois pas que cet échange-là puisse leur être défavorable de quelconque façon. Ouais, je dirais que ça fait plus l'affaire des Pingouins que n'importe quoi d'autre. Ouais. Mais... Parlons des Oilers. En ce moment, ils se situent en 2e place dans les équipes repêchées dans l'Ouest pour les séries. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'ils vont rester là? Est-ce qu'ils vont faire les séries? C'est quoi leur projection, selon toi? À mon avis, les Oilers vont tout de même faire les séries parce qu'avec un tandem de gardiens qui a connu des performances... ma foi, très difficiles depuis le début de la saison, Tristan Jarry va probablement être en mesure de leur apporter un peu plus. Donc, il devrait se hausser peu à peu dans les classements. Ouais. Mais malgré tout, je vois les Golden Knights et les Ducks finir en avant d'eux. Donc, les Oilers qui devraient affronter les Ducks au premier tour en tant que 3e équipe de la Pacifique. Je crois qu'on l'emporterait face aux Ducks, mais par la suite, on devrait se mesurer aux Knights. Et à mon avis, le parcours se terminerait à ce moment-là au 2e tour du côté des Oilers. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça va quand même aider leur cause, cet échange avec Tristan Jarry qui en ce moment, comme je l'ai dit plus tôt, il joue mieux que Stuart Skinner. Donc s'il peut amener ses performances à Edmonton, ça pourrait évidemment les propulser vers une place plus haute en série. Puis avec le gabarit qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, je les vois pas faire les séries cette année, surtout avec 2 Coupes Stanley de suite. Amplement d'accord avec toi. Donc là, on se déplace vers des rumeurs d'échange qui ne cessent de grandir au fil des dernières semaines, celle de Quinn Hughes. Donc, il y a environ 2 semaines de cela, Elliot Friedman de 32 Thoughts, vous le savez, j'utilise souvent ces références, mais c'est probablement l'analyste le plus fiable dans le monde du hockey, a laissé entendre que les Canucks étaient ouverts aux affaires, si on peut le dire, et qui voulaient potentiellement se débarrasser de certains de leurs vétérans. Et là, les partisans se sont mis à se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Quinn Hughes? Parce que depuis que l'équipe a connu une chute brutale au classement, soyons francs, les rumeurs sont que Quinn Hughes voudrait aller jouer au New Jersey avec ses frères Jack et Luke. Et là, maintenant que les Canucks trônent au bas-fond des classements et que les rumeurs continuent de grandir, ça semble vraiment prendre un sens réel. Les fans des Canucks semblent même s'être résignés à ce que Quinn Hughes soit échangé et on croit qu'une reconstruction est dans un horizon assez rapproché.
On a noté des candidats tels les Red Wings et les Blackhawks pour un échange comme celui de Quinn Hughes. À mon avis, ce serait particulièrement possible du côté des Red Wings, simplement parce qu'on aurait un défenseur qui pourrait venir débuter une reconstruction du côté des Canucks qui joue à la même position en Simon Edvinsson, et sinon du côté de Détroit qui aspire aux séries, d'ajouter un défenseur d'un tel calibre, c'est tout simplement exceptionnel. Le duo Hughes-Seider deviendrait probablement... Oh, attendez. Moritz Seider. Si vous avez écouté les podcasts précédents, vous savez de quoi qu'on parle. Ce serait tout simplement un duo flamboyant, et les Red Wings qui pourraient peut-être parvenir aux séries, eux qui sont dans le plus... C'est quoi le mot qu'on utilise? Le plus serré de la course, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que tu penses des rumeurs de Quinn Hughes? Ben écoute, c'est intéressant ce que tu dis des Red Wings. Je les avais notés aussi. Écoute, c'est Moritz Seider. Toi, je m'améliore de plus en plus. Et Edvinsson, lorsqu'ils sont sur la glace, les deux ont un ratio de 20 buts contre 10 contre les autres équipes. Lorsqu'ils sont pas sur la glace, c'est 22 face à 37. Ouais. Donc, l'équipe se fie beaucoup à ce duo-là défensivement, et c'est un duo très costaud, un duo très robuste. Ouais. En amenant un joueur comme Quinn Hughes, un petit joueur offensif comme lui qui va produire des points comme on l'a vu produire, t'amènes... oui, t'enlèves un peu de robustesse en défense, mais pour aller chercher plus de points, pour aller améliorer ce ratio-là dont je t'ai parlé tantôt, en défense, je trouve que c'est un très bon fit pour cette équipe-là, les Red Wings. Et d'ajouter Quinn Hughes à un avantage numérique, c'est significatif pour n'importe quelle équipe. Moritz Seider qui serait confié à la deuxième vague. Je crois vraiment que les unités spéciales des Red Wings s'en verraient améliorées. Malgré tout, John Gibson et Cam Talbot n'a pas été un duo exceptionnel cette saison, particulièrement Gibson. Je crois quand même qu'on va les voir rebondir au fil de la campagne. Donc, si on ajoutait un Quinn Hughes pas plus tard que cette saison, ce serait très envisageable de voir les Red Wings dans le bal printanier au mois d'avril. Ouais. Et après cette année, il reste un an à son contrat de 7,8 millions par année. C'est un excellent contrat à aller chercher, là, tout de même pour un joueur comme lui. Puis il va tout simplement quitter les Canucks. Et les Canucks vont pas s'en débarrasser pour rien, puisqu'il devient un agent libre sans compensation à la fin de son contrat. Exact. Donc, ils vont vouloir aller chercher une belle pièce pour lui, et ils peuvent aller chercher une très belle pièce. Il ne faut pas qu'ils manquent leur coup là-dessus. Amplement d'accord avec toi. Et du côté des Red Wings, probablement qu'on sera en mesure de signer un Quinn Hughes qui voudra vraisemblablement faire sauter la banque, parce que on a signé nos jeunes joueurs qui feront partie de notre noyau à des totaux très raisonnables, avec Seider et Raymond qui en sont à des contrats tout juste au-dessus de 8 millions. Très beau travail de la part de Steve Yzerman. Donc, les Red Wings qui seraient vraiment dans la mesure de l'acquérir pas plus tard que cette saison. Finalement, pour conclure notre segment NHL, il y a un joueur qui s'est démarqué depuis le début de la saison en tant que marqueur de but exceptionnel. C'est Morgan Geekie. Morgan Geekie, du côté des Bruins de Boston. Pardonnez-moi mes petites hésitations. Lui qui a déjà 22 buts à son compteur. Et à ton avis, il peut en marquer combien? Moi, j'ai noté que cette saison, il va atteindre le plafond des 50 buts. Oh! Oui, c'est une grande marque pour un joueur comme lui. Écoute, on s'y attendait pas en début de saison. Moi, je m'y attendais puisque je l'ai repêché dans mon pool. Fait que c'est pour ça. Non, mais il y a 10,1 buts au-dessus des expectations, au-dessus des attentes. Ouais. Des attentes, oui, merci. Avancées qui révèlent ça. Exact. Donc, écoute, c'est 11,9 buts au-dessus des attentes des statistiques avancées, ce qui est tout simplement remarquable. Ouais. Mais il va certainement ralentir. Il tire à 27,5% il tire à 27,5% tout simplement. Donc ça, c'est quand même une marque qui est un rythme qui va pas réussir à maintenir, et c'est très difficile à maintenir. C'est très élevé comme statistique. Ben, du côté de Morgan Geekie, personnellement, j'y suis allé avec 47 buts. Okay. Le v'là à 22 en 32 déjà. Il en nécessiterait 25 en 50. Donc,
half a goal per game, comme on le dit en anglais, donc il nécessiterait 0,5 buts par match, si on peut le dire ainsi. Il est sans but dans ses 2 derniers matchs, soyons francs, va probablement être en mesure de rebondir, mais comme tu le dis, toutes les statistiques l'énoncent. Morgan Geekie tire à un rythme qui n'est pas maintenable sur une année complète. Je crois que sa production va ralentir un peu sans devenir mauvaise. Rappelons-le, 33 buts l'an dernier avec des statistiques qui étaient tout de même assez raisonnables, donc je crois qu'il va passer près de la barre des 50 buts sans véritablement l'atteindre. Il joue avec David Pasternak, ce qui lui donne certainement un coup de main au niveau de la fabrication des jeux. Mais sinon, c'est vraiment sur lui que l'attaque des Bruins se mise. Donc, ce sera certainement une épopée qui sera intéressante à suivre. Me rappelle un peu un Jordan Chichu dans les années 2000. Justement, Jonathan Chichu, pardon. J'allais m'avancer sur le fait que les Bruins se fient beaucoup à lui. Il commence 22,5% de ses présences. Oui, je suis allé avec des statistiques avancées. 22,5% de ses présences en zone offensive. Cela veut dire qu'ils se fient beaucoup à lui, qu'ils le mettent quand ils ont l'occasion de le mettre, si c'est pour une mise au jeu en zone offensive ou tout simplement une présence offensive. Ils vont se fier à lui, ils vont le mettre sur la glace, ils vont lui faire confiance pour qu'il marque des buts. Et pour l'instant, écoute, son rendement est excellent et il en marque des buts. Il réussit à bâtir cette confiance-là avec le DG des Bruins. Je pourrais pas être plus d'accord. La formation qui en est quand même dans des eaux houleuses, si on peut le dire. On s'attendait à ce que cette année soit beaucoup plus difficile pour aller chercher un choix au repêchage très élevé. On a performé un peu mieux que prévu, mais on a en notre possession le choix des Maple Leafs de Toronto qui ont connu beaucoup de difficultés pour débuter la jeune saison et présentement, on repêcherait 10e avec ce choix-là. Donc, ce serait une belle contrepartie du côté des Bruins. Donc, c'est ce qui vient clore notre segment de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, pour le suivant, on s'est aventuré dans un terrain qui, surtout de mon côté, m'est un petit peu moins familier avec la Ligue des champions au soccer. C'est un sport qui nous intéresse beaucoup tous les deux et on a établi 3 favoris pour remporter les grands honneurs cette saison et se diriger vers la terre promise, si je peux le dire ainsi. Ouais. Donc, personnellement, je crois que ce serait avisé qu'on donne notre 3e, 2e et finalement notre favori. Donc, je te laisse débuter avec ton 3e. Oui. Tout simplement, pour commencer, la Ligue des champions, c'est la compétition la meilleure compétition en Europe si on parle des clubs de soccer. Ouais. Moi, j'y suis allé, je me suis fié surtout aux chances que le journal The Athletic donne aux équipes après le match le plus récent qui a été disputé. Donc, avant de donner mon ordre, non, en fait, je vais tout simplement donner mon ordre. Est-ce que tu veux que j'y aille avec les 3 équipes maintenant ou est-ce qu'on va y aller on va y aller une à une. OK. Donc, en numéro 3, j'y suis allé avec le Paris Saint-Germain. Écoute, selon moi, c'est encore une des meilleures équipes au monde. Dembélé, oui, il y a eu des problèmes de blessure cette année. Oui, il a gagné le Ballon d'Or. C'est quand même tout de même un des meilleurs attaquants au monde en ce moment, même si il manque du temps, encore une fois, à cause de ses blessures. Il est sur le banc à chaque match. Ouais. Il commence pas les parties puisqu'il est embêté avec des problèmes de santé. Mais il pourrait revenir en force, surtout après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est après la Ligue des champions. Donc là, je m'aventure dans le futur. Mais oui, il pourrait revenir en force. Ensuite, Achraf Hakimi qui est blessé, selon moi, qui est le meilleur ou le 2e meilleur avec Nuno Mendes, latéral au monde. Donc, Achraf... Quand même avoir le combo 1 et 2, pas mauvais du côté du PSG. Non, c'est sûr. Achraf Hakimi qui a été blessé avec une blessure, tout simplement. Un tacle salaud de Luis Diaz dans leur match face au Bayern dans la Ligue des champions, justement. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir sur le terrain. Désiré Doué est de retour, un des meilleurs espoirs jeunes français au monde. Vitinha, qui est le meilleur milieu, selon moi, au monde. Une autre décision controversée est le fait d'avoir switché du gardien Gianluigi Donnarumma à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier est très bon. Oui, c'est un bon gardien. Oui, il a été nominé pour le meilleur gardien l'année passée. Mais écoute, Gianluigi Donnarumma, selon moi,
c'est encore une fois, en ce moment, c'est le meilleur gardien du monde. Je sais pas ce que t'en penses. Soyons francs, le PSG avait une super équipe l'an dernier et c'est pas pour rien qu'ils s'en sont tirés avec le trophée et que Ousmane Dembélé a fini par remporter le Ballon d'Or. Malgré tout, cette équipe-là est un petit peu plus amochée cette saison avec les blessures que tu mentionnais et maintenant que Gianluigi Donnarumma s'est envolé pour Manchester. Ça a certainement été mi-figue, mi-raisin entre les poteaux. Lucas Chevalier a été exceptionnel, mais n'offre pas le même rendement que celui de Donnarumma, c'est sans l'ombre d'un doute. Non, écoute, on peut observer certaines faiblesses qui n'étaient pas là lorsqu'il y avait Gianluigi Donnarumma. C'était une décision de Luis Enrique. Oui, il voulait un nouveau style de gardien, il voulait un nouveau profil de gardien, mais si j'étais lui, j'aurais rien changé. Puis ça amène quand même des résultats en Ligue 1. En ce moment, ils sont deuxième en Ligue 1 derrière Lens, qui connaissent un regain de vie exceptionnel après quelques saisons plus difficiles. Exact, sont très surprenants cette année. Donc, écoute, je pense que si le Paris Saint-Germain réussit à avoir tous ses joueurs de l'alignement partant de l'an passé, évidemment, sans Gianluigi Donnarumma, c'est l'équipe favorite au titre et c'est encore une fois la meilleure au monde. D'ici là, tu les as comme troisième avec les blessures qui les affectent. Exact. De mon côté, j'y suis allé avec le FC Barcelone. Connaissent passablement de difficultés en Ligue des Champions au moment où on se parle, soyons francs. Ils sont 15e au classement général de la compétition, mais c'est une offensive hyper dynamique et surtout très diversifiée qui devrait représenter un casse-tête pour plusieurs défensives. On a des armes telles Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha et Marcus Rashford, en plus d'un solide milieu qui est mené par Pedri, surtout du côté offensif. Donc évidemment, on marque beaucoup de buts du côté de Barcelone et il y a plusieurs défensives de la compétition qui sont tout simplement pas en mesure de répondre à cette commande-là. La faiblesse du côté des hommes d'Hansi Flick est assez évidente, c'est au niveau de la défensive. On a beaucoup de difficultés à ne pas concéder de but et ça pourrait représenter... ça pourrait limiter leur parcours en Ligue des Champions. Si on le souhaite, je ne les vois pas l'emporter au final, mais il demeure qu'ils sont troisième au titre, selon moi, quand on considère les autres formations. Ouais, tu l'as noté, la difficulté de ne pas accorder de but. La semaine passée, l'FC Barcelone jouait contre le Real Betis dans Ligue espagnole, la Liga, et ils l'ont remporté 5-3, oui, mais avec je dirais pas de la chance, mais avec... Écoute, oui, ils ont été chanceux un peu de leur côté avec les décisions des arbitres parce que c'était 4-1 ou 5-1 avec à peu près 5 minutes à faire et ils ont accordé 2 buts. Et un autre but du Real Betis a été refusé à cause d'un hors-jeu qui était très proche. Mais si c'était pas de l'hors-jeu ça, et du pénalty accordé au Barcelone, ça aurait très bien pu finir 4-4. Mais écoute, oui, je comprends pourquoi tu les mets troisième. C'est quand même une des meilleures équipes au monde. Avec Pedri qui, je sais pas selon toi, mais moi, je le vois le deuxième meilleur milieu au monde. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'ai pas un classement établi, mais Pedri qui est déjà... qui a beaucoup d'expérience avec le FC Barcelone et dans la fleur de l'âge est certainement efficace des deux côtés du ballon. Vraiment, le FC Barcelone mise beaucoup sur lui et n'en serait pas à la même place sans sa présence. Ouais. Donc, en deuxième position, j'aimerais t'entendre... je vais débuter, parfait. Okay. Donc, j'y suis allé avec Arsenal de mon côté. Ils sont invaincus en Ligue des Champions, malgré des temps houleux en Première Ligue, si je peux le dire ainsi. C'est pas extrêmement facile de leur côté, mais en Champions League, on demeure parfait et on a une formation très balancée qui est reconnu pour son opportunisme. Quand on a des chances, on les manque pas du côté d'Arsenal, notamment avec le Viking Victor Gyökeres en pointe et Noni Madueke qui connaît une forte compétition jusqu'à présent. Honnêtement, il y en a plusieurs qui pourraient les voir comme les favoris au titre, mais selon moi, ils sont deuxième derrière une équipe qui est tout simplement presque imbattable cette saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je les ai mis en deuxième place aussi, l'Arsenal de Londres. Selon le journal The Athletic, c'est eux qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des Champions en ce moment avec 23% de chance. Ouh, c'est beaucoup, je trouve. Oui, quand même, j'ai trouvé ça élevé. Et il faut aussi noter qu'Arsenal, dans les dernières années, sont reconnus pour... tu sais, il dit ça en Angleterre, bottle the league, tu sais, pour perdre une avance en fin de saison. Ouais. Et écoute,
ils pourraient très bien gagner cette année. C'est une excellente équipe. Ils ont perdu en demi-finale. Si on parle encore une fois de perdre une avance en fin de saison, ils ont perdu en demi-finale l'an passé face au Paris Saint-Germain. Ouais. Mais ils ont beaucoup de jeunes joueurs et un très bon entraîneur. Je pense... oui, pour revenir aux jeunes joueurs, Bukayo Saka, Nathan Saliba et surtout Lewis Kelly, qui a seulement 19 ans et qui se... En tant que latéral, c'est vraiment révélé au grand jour. Oui, exact. C'est les mots que... T'as pris les mots de ma bouche. Il s'est vraiment révélé au grand jour et c'est... Écoute, lui, il va devenir tout un joueur. Aussi, t'as Declan Rice qui complète 90% de ses passes cette année. Oui, c'est... Un pilier du côté du milieu d'Arsenal. C'est exceptionnel. Et ils ont battu l'équipe que moi j'ai mis en première place, le Bayern de Munich. On a la même. Oui, ils ont battu dans la Ligue des Champions. Écoute, ils sont premiers dans la Bundesliga de 8 points. Oui, déjà. Oui, déjà. Ils ont battu le Paris Saint-Germain. Et ils ont Harry Kane qui a 22 buts en 19 matchs, si on compte juste la Bundesliga et la Ligue des Champions. Michael Olise, Luis Diaz qui a fait tout un but la semaine passée. Puis comme gardien, quand même un pilier dans les buts, Manuel Neuer qui est quand même un des meilleurs gardiens au monde. Malgré son âge, il continue à performer. Je suis amplement d'accord avec toi. Du côté du Bayern, on a une défaite dans toutes les compétitions cette saison. Une statistique qui parle d'elle-même. Et même en Ligue des Champions, cette semaine, pas plus tard que mardi, les choses semblaient avoir mal débuté après que Sporting ait pris les devants 1-0. Par la suite, Bayern qui a effectué une belle remontée. On l'a emporté 3-1. Et tu le disais, on a une formation d'élite, notamment avec leur machine à compter Harry Kane. On a des belles munitions offensives en Olise, Gnabry, il y a un nom, Musiala notamment. Et la ligne défensive est plus que solide. Et maintenant, avec Vincent Kompany comme entraîneur, je suis pas sûr que j'ai dit son nom comme j'aurais dû le dire, mais... voilà, c'est probablement l'équipe qui est favorite au titre, super bien entraînée et la formation respire le talent. Je crois que les chances sont de leur côté pour la Ligue des Champions. Ouais, et il y a un autre jeune joueur je vais sûrement pas bien le prononcer, mais Lennart Karl, qui a oui, c'est vrai. 17 ans. Ouais. Cette saison en Ligue des Champions, 3 buts en 4 matchs. En Bundesliga, 2 buts, 2 passes décisives en 11 matchs. C'est remarquable à son âge. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de ce joueur-là qui a seulement 17 ans. C'est comme... Écoute, c'est un des meilleurs joueurs... pas un des meilleurs joueurs. Il va devenir un excellent joueur dans le soccer européen. Il est déjà un joueur explosif et... Non, c'est ça. On l'a promis à une belle carrière du côté de Karl. Ouais. Déjà fait partie des formations les plus dominantes sur la planète et deviendra probablement une pierre angulaire de ce 11-là dans les années à venir. Ouais. Donc, c'est ce qui vient conclure notre segment sur la Ligue des Champions. Et finalement, comme d'habitude, on y est allé avec notre petit jeu pour venir clore l'épisode avec des blind rankings. C'est comme ça qu'on le dit en anglais. En français, ce serait classement à l'aveugle. Donc, de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue nationale de football, moi et Léo avons monté un classement par catégorie et nous allons mettre au défi les capacités de l'autre de classer des choses sans connaître les prochains joueurs. Donc, je vous présente les sujets que j'ai pour lui. Donc, au niveau de la Ligue nationale de hockey, j'ai les joueurs en tant que marqueurs de but uniquement. Donc, on observe leur capacité de marqueur. Et du côté de la NFL, j'ai les corps arrière de 25 ans et moins. Et toi, de ton côté, Léo, qu'est-ce qui m'attend? De mon côté, la Ligue nationale de hockey, ça, j'avais hâte de te le faire. Un classement des plus beaux chandails. Wouhou! J'ai pris... hâte de voir. Oui, j'ai pris 5 chandails que... Soit des chandails que j'adore, soit des chandails que je trouve... bizarres, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et du côté de la Ligue nationale de football, j'ai pris les défenses, tout simplement. Donc, des équipes qui ont la meilleure défense, des équipes qui ont une défense nulle. Donc, à voir selon ton classement. Je te laisse débuter. Parfait. Est-ce qu'on y va NHL, NFL? Qu'est-ce qu'on sait? J'aimerais commencer avec la NFL. OK. Donc, les corps arrière de 25 ans et moins. Et pour débuter ton classement, c'est Cam Ward qui s'affiche. Cam Ward. Où le classes-tu sur 5? Ouais, j'aimerais te poser une question avant. Est-ce que c'est selon les prévisions pour le futur ou selon leur performance actuelle? Non, c'est rendement actuel. Rendement actuel, OK. Écoute, Cam Ward...
J'adore ce corps arrière. Il est explosif, il est rapide, il a des bonnes mains, il a... Ouais, il a des bonnes mains, je veux dire, il a un bon lancer, là, on parle pas de hockey. On se comprend à ce niveau-là. Puis, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver dans le futur, mais présentement, avec la ligne offensive qu'il peut pas faire grand-chose. Avec l'équipe qu'il a, tout simplement, il peut pas faire grand-chose. Je le mettrais en numéro... L'hésitation qui est palpable. Où est-ce que Cam Ward se classe? Je vais le mettre quatrième. Parfait. Je vais laisser une marge de manœuvre. Donc, ce sera poursuivi par Bryce Young, le corps arrière des Panthers, dont on parlait un petit peu plus tôt. Ouais, Bryce Young qui s'est révélé au grand jour cette année. Je vais le placer juste devant Cam Ward en 3e place. Ouh. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait cette année. J'ai hâte de voir ce qui arrive dans le futur pour lui et les Panthers. Donc, l'option subséquente, Jackson Dart des Giants. 5. Jackson Dart, 5e. Dart 5. Ouais. Écoute, je veux pas être biaisé, mais je pense que tu as pris la bonne décision. Bo Nix pour poursuivre. Bo Nix, là c'est déchirant le numéro 1 et le numéro 2. J'ai hâte de voir ça va être qui le 5e choix. Bo Nix. Écoute, quel joueur lui qui vient de l'Université d'Oregon. Ouais. Écoute, je vais finir avec le numéro 1 puis je vais le mettre en numéro 2. OK. Eh bien, ton numéro 1, ce sera CJ Stroud, dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc, je tiens à te faire part de ton classement. Ouais. Donc, dans l'ordre, CJ Stroud, Bo Nix, Bryce Young, Cam Ward et Jackson Dart. Honnêtement, si je me fie à mes opinions personnelles, c'est un ordre parfait, pour être honnête. C'est l'ordre dans lequel je les aurais placés. Donc, je crois que tu peux t'en sortir la tête haute. Ouais, je suis fier de ça, moi aussi. Donc, maintenant, tu m'attends avec les défensives du circuit. La NFL, ouais. Allons-y, sans plus tarder. Donc, je vais débuter... Je peux-tu emprunter ton crayon, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ouais. Merci. Je vais y aller en premier avec les Texans de Houston. Ouh, cette défensive-là a été l'une des meilleures du circuit cette saison. Will Anderson Jr. qui a connu d'excellents matchs, a récolté plusieurs sacs consécutifs. Derek Stingley qui a été exceptionnel aussi. Écoute, j'ai l'impression que tu vas me donner certaines défensives exceptionnelles. J'en ai quelques-unes en tête. Mais je crois pas que je regretterais de mettre les Texans en première place. Et c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les Texans tout premier. Intéressant. Je vais poursuivre avec les Seahawks. C'était une des défensives que j'attendais. Évidemment, a été exceptionnelle cette saison avec notamment DeMarcus Lawrence, Leonard Williams et c'est... Byron Murphy aussi. Ouais, Byron Murphy, qui a été... qui a émergé cette saison après une saison coup-ci coup-ça en tant que recrue. Les Seahawks, une des meilleures défensives de la ligue et voilà, je les mets en 2e place pour cette raison-là. OK. Intéressant. Ensuite... Je vais y aller avec les Browns de Cleveland. Cette défensive-là demeure sous-estimée. On a ajouté plusieurs pièces au cours de la saison morte ou au repêchage qui ont eu un impact auquel on ne s'attendait pas nécessairement et qui ont fait des Browns une équipe compétente lors de certaines rencontres. Évidemment, leur offensive et surtout leur situation au niveau du corps arrière n'a pas été la même, mais surtout avec Myles Garrett comme leader de la défensive, on va certainement avoir de l'action à chaque rencontre. Je vais tout de même me laisser une place et je vais les mettre 4e du côté des Browns. C'est Myles Garrett, c'est le meilleur joueur défensif de l'année, on va se le dire. Oui, je crois qu'il n'y a plus de doute à ce niveau-là. Avec les blessures de Pat Surtain, le titre de Defensive Player of the Year est à peu près le sien jusqu'à présent. Ouais. En parlant de Pat Surtain, on va y aller avec les Broncos. Oh, OK. Eh bien, je savais que tu me donnerais des défensives exceptionnelles. Les Broncos en font partie. C'est une des raisons majeures pourquoi ils sont à une fiche de 11-2 au moment où on se parle, parce que l'offensive a connu passablement de difficultés. Et je vais mettre les Broncos 3e pour cette raison. PS2, qui est un joueur exceptionnel. Ouais. Donc, en espérant que très j'ai physique. Oui, aussi. En espérant que j'ai pas ruiné mes chances. Quelle équipe m'attend en 5e place? Tu as été chanceux. C'est les Bengals qui vont être en 5e place. OK. Donc, résume-moi mon ordre au total. Donc, en premier, tu as les Texans de Houston. Ensuite, les Seahawks, les Broncos, les Browns et l'excellente défense des Bengals. Donc, je crois pas que ce soit parfait, mais
mon ordre n'est pas horrible non plus. Non, c'est Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. J'aurais probablement alterné un peu mes sélections dans le top 3, mais d'ici là, je crois que j'ai fait un bon rendement par rapport à l'ordre assez meurtrier que tu m'avais donné. Ouais. Donc, du côté de la Ligue nationale de hockey, rappelons-le, moi j'avais des joueurs en tant que marqueur de mon côté, et en premier lieu, j'avais Cutter Gauthier pour toi. Cutter Gauthier, cette année, écoute, il a prouvé que c'était un excellent joueur, un excellent compteur, un excellent pointeur en tant que tel, qui propulse ses Ducks. Sont rendus en deuxième division, deuxième position dans la Pacifique, alors que les Golden Knights ont pris le dessus. Mais Cutter Gauthier, écoute, je vais le mettre, en termes de compteur, je vais le mettre en troisième place, parce que je sais pas c'est quoi que tu me réserves comme joueur. Tu m'as peut-être mis des Victor Mété. Je le vois, tu prends pas de risque. Cutter Gauthier, en effet, s'est mis en lumière cette saison. A déjà 16 buts à son compteur en 30 matchs. Donc, ouais, c'est bon choix. exceptionnel. Par la suite, j'y suis allé avec Sam Reinhart. OK, Sam Reinhart, intéressant, très costaud, très mauvais choix de la part des Sabres de le laisser partir. Ouais, à un prix assez modeste. Ouais, tout comme choix de premier tour. Ouais, tout comme Jack Eichel. Je sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête des Sabres. Bref, revenons à Sam Reinhart. Écoute, il est encore, il est pas si vieux, il est pas si jeune non plus, mais il reste beaucoup d'années dans son corps. Je le mettrais, en termes de compteur, je vais le mettre. Écoute, je l'aurais mis troisième. Je vais le mettre quatrième. Oh, tout de même, ouais. Ça me surprend tout de même avec une saison de 57 buts il y a quelques années de son côté. Donc, Sam Reinhart en quatrième place. Et maintenant, le choix subséquent, Kirill Kaprizov. Ça, c'est un bon compteur, un excellent compteur. Ouais. Maintenant, est-ce que je le mets premier, est-ce que je le mets deuxième? Écoute, je vais le mettre deuxième parce que je vais me garder une place pour les deux prochains. Je sais pas ce qui s'en vient. Peut-être qu'il va y avoir un autre joueur, mais ouais, Kaprizov qui est signé avec le plus gros contrat de l'histoire de la LNH. J'adore ce joueur-là, il est exceptionnel, il est électrique. Surnommé le Kirillionaire, qui oui, marque plusieurs buts. Je crois que c'est un bon choix de ta part. Ouais. Et le choix qui t'est offert maintenant, Mikko Rantanen, des Stars de Dallas. Écoute, il va falloir qu'il aille au 5e rang. Oui, c'est un excellent compteur durant sa carrière. Rantanen, ouais, écoute, en ce moment, je pense que Kaprizov a un meilleur rendement que lui lorsqu'on parle actuellement. Donc, ouais, je vais le mettre en 5e place. Ouais, en tant que marqueur, c'est vrai que Mikko Rantanen, au fil des dernières années, s'est surtout révélé comme un fabricant de jeu. Ouais, malgré tout, a une saison de 55 buts derrière sa cravate. Et donc, ton meilleur marqueur, Morgan Geekie. Oh ouais! Donc, ta liste, Morgan Geekie en première place, suivi de Kirill Kaprizov, de Cutter Gauthier, de Sam Reinhart, et le manque de respect pour Mikko Rantanen. Mais évidemment, tu pouvais pas le savoir, soyons francs. Ouais. Donc, quand même assez intéressant comme liste, mais c'est le concept du blind ranking. Ouais. On peut pas toujours être parfait. J'aurais peut-être changé quelques choix, mais écoute, c'est pas si pire. C'est quand même 5 bons joueurs. Donc maintenant, tu m'attends avec les chandails de la Ligue nationale. Hâte de voir. Ouais, donc j'ai les photos sur mon téléphone au cas où pour que tu les analyses davantage. Bien sûr. Je vais y aller, en fait, je vais aller avec le chandail des Blues de Saint-Louis à domicile au premier rang. OK. J'ai aimé le changement du côté des Blues par rapport à celui qu'on avait dans les années précédentes. Revenu comme retro aussi. Ouais, c'est ça. En effet, on a fait une petite allusion à notre passé du côté des Blues. Il demeure que je suis pas le plus fervent du duo de couleurs bleu et jaune comme principaux. Personnellement, je le mettrais 4e du côté des Blues. Okay. C'est pas mon préféré, mais pourquoi pas? Honnêtement, j'aime le rebrand qu'on a fait. Intéressant. Parlant d'un autre rebrand, celui des Ducks d'Anaheim domicile. Oh, ça, c'est celui qui est très controversé. Ouais. Personnellement, je l'apprécie tout de même. Je trouve que les uniformes dans leur entièreté sont quand même assez beaux et ça fait vraiment différent des chandails noirs et un peu moribonds qu'on avait auparavant. Malgré tout, je vais mettre les Ducks en 3e place. C'est un chandail que j'apprécie sans nécessairement en être le plus grand fan. OK. Ensuite, le nouveau chandail des Blackhawks alternatifs.
le noir. Écoute, c'est un chandail rétro. Celui des Blackhawks à domicile est déjà exceptionnel et celui-là ajoute un style supplémentaire. J'aurais de la difficulté à ne pas le mettre en première place. Il va faire comme un gant à Connor Bedard et j'ai hâte de voir cette équipe-là le porter à intervalles réguliers. On l'a vu il y a quelques semaines et c'était un spectacle sur l'âme. Ensuite, je vais te proposer un autre alternatif, celui du Wild de Minnesota. OK. Je l'aime tout de même, mais il y a plusieurs lacunes à ce niveau-là. Je sais qu'on est dans la période de Noël, mais le rouge et le vert combiné à du blanc sur un chandail, c'est pas mon style qui est préféré, malgré que ce soit pas le chandail style Subway du Wild, le jaune et le vert. C'est pas mon préféré et pour cette raison-là, je vais le mettre en 5e place. Je l'apprécie tout de même. Je crois que ça fait référence à l'histoire de cette franchise-là au début de sa création. Mais on aurait pu faire mieux, à mon avis, donc je le mets en 5e place. Ouais, pour préciser aux auditeurs, c'est pas celui, comme tu l'as nommé, des North Stars, le jaune et vert dont on parle. C'est vraiment le blanc. Oui, celui qui a été publié cet été, le blanc avec le sommet des manches vert et rouge. Donc, quel chandail que je classe en 2e place? En 2e place, tu vas avoir le chandail centenaire des Red Wings de Détroit. Et je suis très fier de mon classement. Je crois qu'il est parfait. Ces chandails-là respirent l'histoire, particulièrement quand on met les gants, justement, qui parlent d'une ancienne histoire, si on veut. Ça nous rappelle une époque de Gordie Howe, par exemple. Ouais. Et c'est magnifique quand on les voit en action. J'adore ces chandails-là du côté des Red Wings, mais il demeure que je suis un petit peu plus fervent de ceux des Blackhawks. Donc, rappelle-moi mon ordre que j'adore d'ailleurs. Donc, en numéro 1, tu as le chandail alternatif noir des Blackhawks de Chicago. Mm-hmm. En numéro 2, le chandail centenaire des Red Wings de Détroit. Ouais. Numéro 3, le chandail domicile orange flash des Ducks. Ouais. En numéro 4, le chandail domicile des Blues de Saint-Louis. Et finalement, le chandail alternatif du Wild de Minnesota, qui est, selon moi, qui est mon préféré de la Ligue, celui du Wild. OK, c'est ça, j'allais te demander justement ton opinion sur ma liste. Est-ce que t'as certaines conclusions que t'es comme il a fait de la bonne job ou pas vraiment? Ben écoute, pas vraiment. Selon moi, le chandail des Ducks d'Anaheim, au début de l'année, je l'avais vu. J'adore leur logo. Il est vraiment mieux que l'ancien qui était comme une trace de canard qui est comme assez simple. Ouais. Écoute, il est mieux celui des Mighty Ducks, mais le chandail orange fluo, orange flash. Non, il est extrêmement controversé. Ouais. Plus je le vois, moins je l'aime. Tu sais. Non, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui l'aiment pas beaucoup. Personnellement, sans nécessairement en être le plus grand fan, je trouve qu'il demeure parmi l'un des beaux de la Ligue nationale de hockey et selon moi est plus beau que celui des Blues de Saint-Louis que je trouve relativement simpliste et dont je suis pas le plus grand fan du combo de couleurs. Ouais. Et celui du Wild, je l'aime. Mais j'y vois plusieurs défauts et je m'en écœure rapidement, si je peux le dire ainsi. Donc, tout de même assez content de ma liste au total. Donc, avec ça, j'espère que vous avez apprécié le jeu du Blind Ranking. Laissez-nous savoir en commentaire si vous êtes d'accord avec nos listes ou si on a tout simplement perdu la tête. C'est ce qui viendra clore le 3e épisode du balado Le long des bandes. On vous souhaite le plus heureux du congé des fêtes. Ouais. Personnellement, on va prendre une petite pause, du moins au niveau de l'enregistrement vocal jusqu'au mois de janvier. Donc, justement, on vous pardonne peut-être certaines de nos hésitations en français. On est en fin de session. On peut nous comprendre, OK? On s'en retourne chez nous en fin de semaine. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour le 3e épisode du balado Le long des bandes et on se dit à la prochaine. Merci à tous.